Alors, bienvenue dans cette présentation du livre Nouveau peuple, nouvelle gauche, qui a été réalisé par l'Institut La Boétie. Merci à tous les militants et militantes qui ont organisé l'événement, qui ont mis en place la salle avant, et aux services d'ordre. Et bien sûr, merci aux invités qui sont présents. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anaïs Bellouassa-Chérifi, qui est députée de la première circonscription du Rhône et qui siège à la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. On accueille aussi Sophie Bérou, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Lyon 2 et spécialisée sur les transformations du syndicalisme et sur la précarisation du travail. Et enfin, Julien Talpin, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS et spécialisé dans l'étude des quartiers populaires et la politisation des discriminations. Je vais vous faire une rapide introduction sur le livre et ensuite on pourra passer aux questions. On le fera en 3 parties. D'abord, on parlera des classes populaires, comment elles ont évolué. Ensuite, on parlera de la politisation dans le syndicalisme. Et puis, on partira sur les pistes et les stratégies qu'on tire de tout ça. Donc, Nouveau peuple, nouvelle gauche, c'est un livre qui rassemble les analyses et les réflexions de plus d'une vingtaine de sociologues, d'économistes et de philosophes. C'est un livre qui est très sociologique. Quand on dit sociologique, ça veut dire qu'en fait, il s'intéresse à comment l'expérience des individus explique leurs activités sociales et politiques. Donc en gros, on cherche à expliquer les transformations dans la société dans un objectif d'émancipation individuelle et collective. Tout comme la sociologie, ce livre a vocation à orienter notre action et à nous donner les pistes les plus sérieuses pour construire une force avec le peuple et pour combattre ensemble le capitalisme et pour éviter la dépossession politique. Donc, qui est le peuple ? On va commencer à en parler avec Julien Talpin qui a coordonné ce livre. Julien, est-ce que, pour commencer, tu peux nous dire les raisons qui ont motivé l'écriture de ce livre ? Absolument. Bonsoir à tous et toutes. Merci pour l'invitation. Très heureux de pouvoir échanger autour du livre aujourd'hui. Alors pourquoi on a fait ce livre ? Alors, peut-être oui, avant de venir à ça, peut-être 2 mots pour dire un peu d'où je parle. Donc effectivement, moi je suis sociologue, je travaille depuis de longues années en fait sur la politisation, la participation dans les quartiers populaires et le rapport de la gauche au quartier. Alors, on y reviendra peut-être plus en détail un peu plus loin, mais et autour des raisons qui font que ça a quand même longtemps été compliqué entre la gauche et les quartiers, entre les quartiers et la gauche. Et c'est ça que j'ai essayé aussi d'analyser dans mes travaux. Et donc l'Institut La Boétie est venu me chercher au fond en début d'année, et ils avaient un peu ce projet à la suite du premier ouvrage qui avait été consacré et qui est dont je recommande la lecture, qui était consacré à la question de l'extrême droite. Ils viennent me voir et ils me disent voilà, on voudrait faire un bouquin sur le rapport de la gauche aux classes populaires. Est-ce que tu serais partant pour le coordonner ? Moi, j'avais déjà eu quelques échanges avec l'Institut La Boétie, dont j'en profite pour le dire en fait, dont je trouve le travail tout à fait précieux en fait pour la gauche comme école de formation militante. Et je pense qu'on manquait en fait d'espace de ce type. J'y reviendrai peut-être aussi un peu plus loin tout à l'heure. Et donc j'étais assez heureux d'engager dans ce travail-là avec eux et elles, avec la précaution qui était voilà, moi je travaille sur un segment spécifique, on y reviendra aussi, mais des milieux populaires, à savoir les habitants des quartiers, les groupes racisés, et donc j'avais pas la prétention d'avoir une connaissance exhaustive de tous les milieux populaires, mais donc on a sollicité tout un ensemble de collègues, dont Sophie Bérou, et on a construit un sommaire avec l'idée de cartographier effectivement tout un ensemble de questions, à la fois qui sont les classes populaires contemporaines, on va y venir dans un instant, quel est leur rapport à la gauche et à la politique plus largement, et puis pas être simplement dans des éléments de constat, mais aussi dans une perspective stratégique sur le que faire, au fond, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement politique et stratégique de ces éléments-là.
alors, plus précisément sur nos intentions et sur la construction du livre, il y avait quand même l'idée que il y a beaucoup de travaux sociologiques qui ont porté en fait ces dernières années sur le rapport de la gauche au milieu populaire et de la gauche dans sa diversité, des partis politiques, des syndicats, du monde associatif, y compris dans des formes moins organisées. Il y a un chapitre qui est consacré aux Gilets jaunes, par exemple, mais que, au fond, ces travaux étaient pas toujours, au fond, suffisamment, en tout cas, diffusés dans la société et le débat public. Et donc, on a voulu faire un ouvrage qui était vraiment un ouvrage, je l'espère, en tout cas, qui se lit assez bien, avec des chapitres assez courts, où la consigne, au fond, auprès des auteurs était simple, c'était de ramasser en une dizaine de pages quelques-uns des éléments tirés de longues années d'enquête à destination d'un public plutôt de militants, de sympathisants de gauche, et puis peut-être plus largement de citoyens. Donc c'était vraiment ça l'idée. Deux derniers mots un peu sur nos intentions. C'est que si on a voulu faire ce livre, c'est voilà, pourquoi travailler et retravailler sur la question du rapport de la gauche aux classes populaires. C'est que, et j'y reviendrai, il y a des choses qui ont bougé au fond ces dernières années, à la fois quant à la texture et au contour des catégories populaires, et puis à la façon dont la gauche essaye de les mobiliser. Aussi, et peut-être d'abord, parce que au fond, la mission historique de la gauche demeure la représentation des intérêts des classes populaires et des groupes dominés. Au fond, c'est cette question-là qui est la matrice, au fond, fondamentale du projet de transformation sociale de la gauche dans sa diversité, et donc que c'était fondamental, d'une certaine façon, de poser ces questions-là et de pouvoir s'appuyer sur les connaissances accumulées par les sciences sociales pour construire un raisonnement stratégique ajusté. Parce que, dernier point là-dessus, le sentiment quand on travaille sur ces questions, c'est parfois, je sais pas, Sophie nous le dira peut-être, mais d'un décalage entre justement les connaissances qui sont produites par les sciences sociales, par des chercheurs, souvent le fruit de longues années d'enquête, et la façon dont on parle de ces questions dans le débat public. Moi, un truc qui m'énerve, par exemple, à longueur de soirée électorale, c'est voilà, on commente les résultats des élections et on dit souvent, en fait, on l'entend quand on écoute BFM, CNews, mais même les chaînes du service public, c'est les classes populaires ont abandonné la gauche, ont entièrement tourné le dos à la gauche et elles voteraient toutes, désormais, comme un seul homme, j'ai envie de dire, pour le Rassemblement national. Et voilà, c'est un truc, bon, les classes populaires, la gauche n'arrive plus à leur parler. Or, ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est plus compliqué que ça. Et qu'en réalité, une partie des catégories populaires continuent à voter à gauche quand elles le font, et puis à entretenir des rapports au-delà de la question électorale avec des organisations de gauche. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est de déconstruire aussi un ensemble de mythes ou de prénotions qui structurent le débat public. Il y a celui-ci de l'abandon des catégories populaires par la gauche. C'est clairement un constat trop rapide. Autre mythe qu'on déconstruit, on y reviendra peut-être plus tard dans la discussion, c'est notamment Vincent Tibéri dans le bouquin qui le fait, c'est l'idée que les catégories populaires seraient droitisées et au fond seraient devenues conservatrices, et que la gauche n'aurait d'autres solutions d'une certaine façon que de changer de logiciel si elle veut continuer à parler aux catégories populaires. Là aussi, quand on regarde les données, que ce soit statistiques ou les enquêtes de terrain, là aussi c'est plus compliqué que cela. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est pas voilà, se bercer d'illusions ou redonner de l'énergie aux militants, c'est simplement de dire que quand on regarde la réalité sociale telle qu'elle est, quand on s'appuie sur les enquêtes de terrain plutôt que sur des sondages d'opinion qui sont souvent assez fragiles, eh ben ça peut donner en fait du grain à moudre et peut-être un peu d'espoir dans le travail politique qui est mené. Ok, merci. Tu as bien amené la question d'après. Donc, Non, c'est très bien. Qui sont les classes populaires du XXIe siècle? Mais surtout, qu'est-ce qu'elles ont de commun dans leurs expériences de vie et notamment dans leur vécu du capitalisme? Vaste question. Qui sont les classes populaires? En 5 minutes. Donc effectivement, c'est un des enjeux du livre et c'est un peu le point de départ. C'est qu'est-ce qui se passe après l'effondrement du mouvement ouvrier et alors l'effondrement qui est à relativiser, on y viendra peut-être avec la question syndicale et avec
le déclin, en tout cas, de la figure de la classe ouvrière. Ce qui s'est imposé, en fait, en sociologie et en sciences sociales depuis pas mal d'années, au fond, c'est cette notion de classe populaire au pluriel qui, au fond, vient synthétiser et rassembler justement les classes populaires dans leur diversité, puisque c'est un élément qui est absolument central à prendre en compte, c'est la très grande diversité et voire l'hétérogénéité des classes populaires contemporaines qui n'ont peut-être plus l'unité qu'elles avaient du temps du capitalisme industriel. Alors on pourrait revenir là-dessus, et il y a tout un ensemble de travaux historiques qui aussi viennent relativiser un peu ce mythe de l'unité de la classe ouvrière, du temps de la grandeur du Parti communiste, etc. Voilà, la classe ouvrière n'a peut-être jamais eu l'unité qu'on lui prétend parfois, et cette unification un peu mythifiée, elle s'est faite aussi un peu en mettant de côté la place des femmes, la place des étrangers et des immigrés. Et ce que montre très bien aussi Samuel Hayat, qui a une perspective un peu historique là-dessus dans le livre, c'est que la construction de l'unité ouvrière ou de l'unité de la classe ouvrière, ça a aussi été une construction politique, pour le dire comme ça. On a parfois tendance à penser que, au fond, le capitalisme industriel et l'usine auraient naturellement fait émerger une classe ouvrière unifiée. Or, ce que montre très bien Samuel à la suite d'autres travaux, c'est que, au fond, c'est très largement les organisations du mouvement ouvrier qui, par leur travail politique, militant, ont contribué à la formation d'une classe ouvrière qui se pensait comme telle, et que l'hétérogénéité des milieux populaires était peut-être tout aussi importante au début du XIXe siècle, et que, voilà, c'est pas structurellement, naturellement le capitalisme qui a produit la classe ouvrière, et donc c'est aussi le volontarisme politique, organisationnel et militant qui contribue à unifier des milieux populaires qui ont toujours été un petit peu diversifiés. Deuxième point, j'ai commencé à le dire, un des éléments qui est quand même important et qu'au début du livre, et je le dis moi dans l'introduction que j'ai fait au livre, c'est qu'il est fondamental aujourd'hui pour la gauche de rompre, alors c'est déjà pour partie le cas, mais c'est quand même important de le rappeler, que les classes populaires aujourd'hui, on ne peut pas les résumer à la seule figure de l'homme ouvrier qui travaille dans une usine et qui est salarié d'une grande entreprise, même si ça fait partie, évidemment, des classes populaires contemporaines. Les classes populaires, c'est aussi les chauffeurs Uber et les livreurs qui travaillent sur les plateformes. C'est aussi les femmes de chambre qui se mobilisent parfois. C'est aussi les employés de services précarisés. C'est aussi les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et pour regarder en face les classes populaires contemporaines, il faut prendre en compte la diversité de ces conditions de travail et hors travail et avoir un regard nécessairement intersectionnel et donc qui prennent en compte la diversité des formes de domination que vivent les gens, qui sont des dominations de classe liées à leurs conditions sociales et à leurs expériences de travail, mais qui relèvent aussi d'autres rapports sociaux, qui relèvent des discriminations raciales, des discriminations de genre et d'autres formes de domination. Et que, au fond, si la gauche ne regarde pas en face toutes ces formes de domination-là, eh ben, elle manque sa mission historique, précisément, de prendre en charge les groupes dominés dans toutes les formes de domination qu'ils vivent au quotidien. Et donc, les classes populaires, qui représentent aujourd'hui la moitié de la population française, quand on met bout à bout les ouvriers, les employés, les chômeurs, toutes les personnes précarisées ou les personnes qui ne cherchent plus d'emploi, ça représente une masse tout à fait considérable, mais qui, malgré tout, sont relativement fragmentées. Dernier point peut-être que je voudrais souligner pour pas être trop long, un point qu'on essaye d'aborder dans le livre à partir d'un chapitre qui est important, je crois, c'est le chapitre donc de Clara Deville et Pierre Gilbert sur classe populaire rurale et classe populaire urbaine, notamment des quartiers populaires. Et ce qu'ils font dans leur chapitre, au fond, c'est un peu de déconstruire là aussi des mythes, mais qui alors structurent le débat public, mais aussi le débat aujourd'hui à gauche entre des groupes populaires qui seraient irrémédiablement divisés, pour le dire très simplement, entre les tours et les bourgs. Ce que montre très bien, je crois, à partir de leurs travaux, Clara et Pierre, c'est qu'au fond, les classes populaires, qu'elles habitent en milieu rural, périurbain ou en milieu urbain, partagent en réalité des conditions matérielles d'existence qui sont
assez proches sur tout un ensemble de points. Elles font bien souvent l'expérience de la précarité au travail, que cette précarité entraîne le besoin d'avoir des stratégies alternatives ou à côté de travail de subsistance, pour le dire comme ça, de débrouille qu'on retrouve aussi bien en milieu rural que dans les quartiers, qu'il y a des questions au fond de spatialisation qui se posent de la même façon. Être une classe populaire, aussi bien en milieu urbain que rural, c'est l'expérience de la distance du centre, au fond. Et donc l'expérience d'avoir des temps de transport qui sont importants. Alors après, ça peut être avec la bagnole ou avec des transports en commun, mais ça crée quand même cette expérience de la périphérisation, au fond, par rapport au centre. Ça peut créer des éléments communs. Et puis, ce qu'ils montrent également dans leur chapitre, c'est que ces expériences, qui sont peut-être pas aussi différentes qu'on le dit parfois, peuvent générer des attentes partagées. Des attentes partagées, y compris par rapport à l'État. Il y a des choses, je crois, intéressantes de ce point de vue-là à creuser à gauche. À la fois, une critique très forte de l'État, et moi c'est quelque chose qui ressort beaucoup de mes enquêtes dans les quartiers, c'est-à-dire le fait que les colères, les sentiments d'injustice des gens sont beaucoup orientés vers l'État, peut-être davantage que vers le capitalisme, comme ça a été longtemps le cas, je crois, pour la classe ouvrière. Voilà, moi, c'est l'État qui est souvent jugé responsable des maux que les gens vivent dans les quartiers et qui les maltraite, pour le dire comme ça. Mais c'est aussi des choses qu'on retrouve dans d'autres segments des catégories populaires. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui ciblait aussi les élites politiques, pour le dire comme ça, comme responsables des inégalités qu'ils vivaient et qu'ils dénonçaient. Donc à la fois une critique de l'État et de sa captation par les puissances financières, pour le dire très rapidement, et en même temps une attente d'État. Une attente d'État et de services publics concernant les transports, je l'ai dit, la santé, l'éducation, les services de proximité comme la poste, etc. Et donc des attentes partagées dans différents segments des milieux populaires sur lesquels, là aussi, on peut construire du commun. Malgré tout, dernier point que je voudrais souligner là-dessus, c'est que si on considère malgré tout que la fragmentation, elle existe en fait, c'est-à-dire qu'il y a des points communs partagés, des conditions matérielles objectives d'existence qui génèrent des attentes partagées, malgré tout, il y a quand même du boulot en fait, pour rassembler les catégories populaires dans leur diversité, ce qui est vrai en fait. Alors tu pourras peut-être nous dire ce qu'il en est pour le syndicalisme, qui reste, je crois, bien placé de ce point de vue-là, c'est qu'il y a peu d'espaces de lutte en commun, en fait, d'espaces et d'organisations collectives qui sont en capacité de rassembler ces différents segments des milieux populaires pour mettre en place des luttes sur tous les éléments que je viens d'évoquer, sur les transports, l'école, la santé, etc. Et que, si on fait le lien avec ce que j'évoquais précédemment de ce que dit Samuel Ayat, c'est s'il y a quand même des formes de fragmentation et qui sont aussi alimentées par ces discours médiatiques, par les médias qui ne cessent d'insister sur ces divisions parmi les classes populaires, c'est qu'en face, il faut mettre en place des espaces d'organisation en commun. C'est aussi par la lutte, par la création de luttes en commun et d'espaces organisationnels partagés que certaines divisions un peu symboliques peuvent être remédiées. Et donc là, je pense qu'il y a un chantier considérable pour la gauche de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a des choses qui, on ne part pas évidemment de zéro. Dans l'espace du travail, il se passe des choses de ce point de vue-là, mais hors travail, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore de ce point de vue-là pour, sur ces éléments pour partie partagée, construire aussi une conscience commune et passer peut-être des classes populaires au peuple. Puisque c'est un des enjeux qui traverse aussi le bouquin. Le titre, c'est « Nouveau peuple, nouvelle gauche ». Ce terme de peuple, en fait, il n'est pas beaucoup employé par les sociologues. Nous, on parle de catégorie populaire, de classe populaire. Et un des enjeux, je crois, pour la gauche, c'est comment on passe des classes populaires au peuple. Comment on passe et comment les gens viennent à avoir conscience de partager des conditions d'existence communes et donc d'avoir des intérêts communs. Et là, je pense que le chemin à parcourir est encore important. Et donc, c'est un des enjeux du bouquin. Peut-être que les sociologues sont un peu moins optimistes ou moins volontaristes que Clémence Guettet et Mélenchon dans le bouquin. Mais c'est en tout cas le chemin qu'on essaye de tracer. On a présenté le bouquin il y a quelques semaines avec Mélenchon, et c'est une des discussions qu'on avait justement là-dessus. Une des étapes peut-être pour passer des classes populaires au peuple, c'est déjà d'avoir des référents communs. Au fond, ce qui contribue à ne pas avoir le sentiment qu'on partage une condition commune, c'est de ne pas se projeter dans une catégorie, un référentiel qui
qui vous rassemble, comme a pu l'être à un moment la classe ouvrière, et c'est un peu le pari stratégique, pour le dire comme ça, que fait la France insoumise avec cette idée de nouveau peuple, de nouvelle France. Je crois que Mélenchon prépare un bouquin là-dessus. Et donc, voilà, aussi construire des référents communs pour dépasser ces fragmentations qu'on nous rabâche un peu trop à longueur de plateau télé, quoi. Alors, tu as un peu commencé à répondre, je vais quand même poser la question si jamais tu as des éléments à ajouter. Jean-Luc Mélenchon, dans l'entretien introductif du livre, il dit « Je partage l'idée d'une intégration profonde des dimensions du genre et de la racialisation au processus matériel général de l'exploitation. » Est-ce que tu peux nous parler de comment ça se traduit concrètement sur le terrain et dans nos appareils politiques ? Alors, vaste question. Je vous invite à lire cet entretien entre Mélenchon et Fraser, qui était un peu un pari, hein, il faut le dire, c'était quand même pas gagné. Donc Nancy Fraser, qui est une grande figure de la théorie critique américaine, qui a beaucoup, et de la théorie marxiste aussi, hein, américaine, et qui a sorti un bouquin il y a quelques mois, qui a été traduit chez Agon sur justement les transformations du capitalisme contemporain. C'était un peu un pari, mais je crois que le pari est en tout cas intéressant. Ça vole assez haut. Hein, alors, qu'est-ce que nous dit Mélenchon là-dedans? Ça recoupe certaines des idées que j'ai essayé de commencer à évoquer. Donc, quand il parle de l'imbrication du genre et de la racialisation, bon, au fond, quand il dit ça, il dit déjà, premier élément qui marque, alors qui va peut-être un peu de soi, mais que ces questions-là sont fondamentales pour penser les formes de domination contemporaines. Comme je le disais à l'instant, alors là, bon, c'est pas exactement dans cette phrase-là, mais ce que j'évoquais quand je parlais d'intersectionnalité tout à l'heure, c'est que pour penser justement ce que vivent les gens, en fait, il faut croiser ce qu'on appelle en sociologie différents rapports sociaux, le genre, la classe, la race, le territoire, l'âge, etc. Et que les expériences de vie des gens ne sont pas exactement les mêmes, malgré tout, une fois qu'on croise tout ça, et qu'il est important, en fait, de prendre en compte cette singularité-là. Et que pendant longtemps, la gauche, en fait, elle les a un peu invisibilisées, ces singularités-là, avec un discours essentiellement de classe, avec l'idée qu'il y avait un ennemi principal, pour reprendre un titre d'un livre de Christine Delphi, qui était le capitalisme, et donc toutes les autres formes de domination, liées au patriarcat, liées au racisme, au fond, nous dévieraient de la lutte centrale que devrait être la lutte contre le capitalisme. Tout un ensemble de travaux en sciences sociales, et c'est aussi ce que défend Nancy Fraser, au fond, vise à montrer que s'intéresser aux questions de genre, s'intéresser aux questions raciales, ce n'est pas tourner le dos à la question des classes sociales et à la question du capitalisme, et qu'au fond, il est possible d'avoir une approche matérialiste, au fond, de ces questions-là. Ce n'est pas des questions culturelles, les questions raciales ou les questions de genre, c'est des questions sociales de plein droit, j'ai envie de dire, puisque, au fond, ça structure l'expérience de vie des gens d'un point de vue très matériel, au fond, selon que vous soyez blanc ou non blanc, selon que vous soyez une femme ou un homme, vos expériences au travail, vos rentrées monétaires, la façon dont vous êtes perçu sont tout à fait différentes. Je développe pas, on pourrait en parler longtemps. Ce qui est important, en tout cas, déjà, c'est d'acter que la gauche, et moi j'en parle pas mal dans mon chapitre sur le rapport de la gauche aussi aux questions raciales, a fait un aggiornamento, un tournant quand même relativement considérable sur ces questions-là en quelques années. Voilà, il y a 10 ou 15 ans, à l'exception peut-être du NPA, il n'y a pas grand monde en fait qui parlait de ces questions-là. Les Verts ont quand même beaucoup aussi à un moment travaillé, notamment les questions de genre et LGBTQ, etc. Mais globalement, sur les questions raciales, qui sont absolument centrales pour les habitants des quartiers, c'est des questions qui ont été mises sous le tapis pendant extrêmement longtemps, et c'est une des raisons centrales pour lesquelles les habitants des quartiers et les groupes racisés se sont longtemps détournés de la gauche et se sont réfugiés dans l'abstention. Quand une partie centrale de ce qui fait votre expérience de vie, votre quotidien et de la violence que vous prenez dans la gueule, on n'en parle pas, c'est compliqué en fait. Derrière de se sentir représenté. Et donc voilà, ce tournant qui est notamment incarné par la France insoumise et Mélenchon depuis 5-6 ans maintenant. Moi, le tournant, c'est le premier moment, c'est la participation à la marche contre l'islamophobie en fait de novembre 2019,
n'était pas gagné quand même. Et on voit les débats qui continuent à structurer la gauche là-dessus. Ça a été un moment important, puis il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu les manifs de juin 2020 autour de George Floyd. Il y a eu les révoltes suite à la mort de Naël en juin 2023. Il y a Gaza, évidemment, aujourd'hui. C'est des tournants et c'est important, en fait. Voilà, et le fait que des militants historiques de quartier qui ont fait toute leur carrière d'une certaine façon pour dénoncer la gauche et appeler à voter Mélenchon par exemple en 2022, c'est pas rien. Il y a un tournant qui s'est opéré de ce point de vue-là, une forme de révolution culturelle à gauche qui est tout à fait significative. Dernier point peut-être, j'ai déjà été un peu long, peut-être pour aller un peu sur le que faire. Ces éléments-là ont permis ce virage en fait en termes d'offres politiques, de discours et d'incarnation aussi, ont permis quand même ont commencé à porter leurs fruits, pour le dire comme ça. Voilà, dans les quartiers, il y a des formes de remobilisation électorale qui se sont opérées. Hein. Dans les quartiers, le vote en faveur de Mélenchon est absolument considérable en 2022. Aux élections législatives, ça a aussi pour partie porté ses fruits. Il y a l'idée quand même, c'est ce que défend Tristan Haute dans un des chapitres du livre, qu'il y a encore une réserve d'abstentionnistes à aller chercher, et pas que dans les quartiers d'ailleurs. Au fond, lui, son hypothèse du 4e bloc, c'est de dire que il y a quand même toute une réserve de gens qui ont des valeurs de gauche, mais en fait qui votent pas. En fait, ils sont dégoûtés, ils n'y croient plus, ils pensent que ça sert à rien parce que il y a beaucoup eu de promesses non tenues. Mais malgré tout, il y a des millions de personnes, Tristan dit il y a au moins 4 millions de personnes, au fond, qui ont des valeurs de gauche et qu'on peut aller chercher. Alors, c'est pas facile d'aller les chercher, et c'est pas sûr que ce soit suffisant pour gagner un 2e tour, par exemple, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais là, il y a en tout cas moyen de construire un bloc populaire qui soit plus là, dans les quartiers, mais pas seulement, dans la jeunesse, dans les milieux populaires aussi, périurbains et ruraux. Pour ça suppose aussi d'abord, et on y reviendra j'espère, mais voilà, un travail militant de terrain. Moi, c'est beaucoup à ça que je crois, électoral, mais aussi extra-électoral, au regard de l'ampleur de la désaffection des milieux populaires quand même, qui demeure pour partie là à l'égard de la politique, et pas seulement de la gauche. Il suffit pas d'aller les voir au moment des élections. Il faut faire un travail de réancrage, d'éducation populaire, au long cours, être présent dans les luttes aussi en dehors des moments strictement électoraux pour que cette jonction se refasse. Mais je crois que les jalons ont déjà commencé à être posés. Ok, merci Julien pour ces éclairages. Sophie, maintenant, comme on disait, donc tu es spécialisée dans les transformations du syndicalisme. Tu dis dans le livre, le syndicalisme doit être une véritable école de formation et de politisation. Est-ce que tu veux commencer par nous faire un état des lieux, nous dire quelles sont en ce moment les difficultés dans le syndicalisme ? Bonsoir à toutes et tous. Et puis, merci beaucoup aussi pour ce débat. Merci à Julien pour la coordination de cet ouvrage, hein, et puis aussi à l'Institut La Boétie. J'étais très contente de participer à cet ouvrage. Alors oui, moi je vais porter l'éclairage un peu sur ce qui se joue du côté des syndicats. D'autant plus que c'est une question qui a été assez forte lors des dernières élections législatives, de savoir un peu le positionnement des syndicats, à quel point les syndicats... Alors, je dis les syndicats, tout de suite, il faudrait que je fasse attention, puisque vous savez qu'il y a une grande diversité de syndicats. C'est pas facile de dire les syndicats, tellement il y a de diversité de positionnement. Hein, il y a un pluralisme syndical. Mais au moment des législatives, après la dissolution, le fait que certains syndicats, comme la CGT, comme Solidaire, comme la FSU, appellent non seulement à battre le RN, les idées du RN, mais aussi appellent à voter pour le nouveau Front populaire, ça a créé pas mal d'espoir en disant qu'est-ce qu'ils peuvent entraîner, est-ce que ça va contribuer à ce qu'il y ait plus de votes, plus de mobilisation, quel rôle ont-ils à jouer? Donc c'est un peu de cette question que j'ai voulu partir. D'abord, effectivement, en posant un certain nombre... en étant prudente, hein, il y a un certain nombre de difficultés que rencontrent les organisations syndicales dont il faut avoir bien conscience pour pouvoir réfléchir au rôle de politisation que peuvent avoir ces organisations. Première difficulté, ça renvoie à ce que disait Julien tout à l'heure, un petit peu le rapport des syndicats aux classes populaires aujourd'hui. Hein. Quelles sont les classes populaires ou les fractions des classes populaires organisées aujourd'hui par les syndicats? Alors un petit peu là dans leur ensemble, le tableau, il faut l'avoir en tête. C'est un petit peu, je dirais, c'est un tableau
peu le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est-à-dire que les organisations syndicales aujourd'hui, elles organisent ces classes populaires stabilisées, c'est-à-dire celles qui sont en emploi stable, CDI ou statutaire, plutôt dans des grandes entreprises. Et ça, c'est vrai de l'ensemble des organisations syndicales, et où là, elles jouent encore un rôle important, je vais y revenir, en termes d'écoles de formation pour aussi tout ce qui est un processus d'appropriation d'un certain nombre de repères, de clés de compréhension du monde. Mais c'est donc un peu les composantes les plus stables des classes populaires. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la composition de la CGT, c'est 600 000 adhérents aujourd'hui. Parmi ces adhérents, il y a 50% d'employés, c'est-à-dire 2 fois plus que dans la population active aujourd'hui, et 25% d'ouvriers. Vous voyez, ça reste une organisation, par exemple la CGT, qui a une base sociale populaire au sein des catégories ouvrières et employées, mais aussi, et je crois que ça c'est très important, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'il y a aussi dans ces directions de fédération, d'union départementale, direction confédérale, il y a aussi des ouvrières, des employés. Il n'y a pas tant d'organisations aujourd'hui en France où il y a des ouvriers, des employés, des ouvrières, des employés à la tête des organisations. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'il y a aussi plein de composantes du monde du travail populaire qui ne sont pas dans les syndicats. Julien le disait, mais d'abord, il y a l'organisation des chômeurs, même s'il y a des tentatives pour créer des comités de chômeurs à la fois solidaires à la CGT, et qui posent plein d'enjeux justement de prise en compte des différents, à la fois les questions de logement, transport, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi toutes les classes populaires confrontées à la précarité. Quand vous êtes, les grandes variables pour être syndiqué, c'est la taille de l'entreprise, c'est la stabilité de l'emploi, la part des travailleurs et travailleuses précaires dans les syndicats est très réduite. Donc il y a aussi des déserts syndicaux dans les très petites entreprises, dans les petites et moyennes entreprises, et ce phénomène, il concerne particulièrement les classes populaires, parce qu'il y a eu tout un processus depuis maintenant plus de 4 décennies d'externalisation, je pense que ça va parler à tout le monde, d'externalisation des emplois ouvriers qui étaient dans les grandes entreprises et qui ont été externalisés pour tout ce qui est services aux entreprises, donc entreprises sous-traitantes. On en a des exemples tous les jours avec l'externalisation des services de nettoyage, des services de restauration. Et donc ces ouvriers, ouvrières, ces employés se retrouvent dans des entreprises de beaucoup plus petite taille où le fait syndical n'est pas reconnu, où c'est très difficile de se syndiquer. Et donc c'est pas étonnant aujourd'hui que le groupe ouvrier, par exemple, soit un des groupes les moins syndiqués, proportionnellement les moins syndiqués aujourd'hui, alors que c'était le fer de lance du mouvement ouvrier, du monde ouvrier dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc voilà, ça c'est déjà un peu le constat des difficultés, ces déserts syndicaux dans les PME, TPE, par rapport aussi à toutes les expériences de précarité. Ça, on l'avait bien vu par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes, mouvement des Gilets jaunes où il a été beaucoup question du travail, et où celles et ceux qui... Alors, il y avait des indépendants, mais il y avait aussi un certain nombre de travailleurs et travailleuses salariés dans le mouvement des Gilets jaunes, souvent de la logistique, du transport routier, des secteurs de soins, du care, et qui ne trouvaient pas leur place dans les syndicats, en fait, et qui même n'avaient plus tellement confiance aussi dans les organisations syndicales, en fait. Donc, une large partie de ce prolétariat contemporain, le plus exposé à la précarité, le plus exposé aussi à l'intrication de ces rapports de domination, demeure très en marge des syndicats. Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire le constat il est assez négatif. En même temps, ce que j'essaye de montrer dans le chapitre, c'est que malgré ces limites, les syndicats demeurent parmi les organisations les plus importantes pour jouer un rôle au sein des classes populaires, et notamment comme espace de participation, tout simplement, pour participer à des discussions collectives, à des congrès, à prendre peu à peu confiance en soi aussi, se sentir légitime à intervenir. Ça reste un des espaces possibles pour cela. Et ça reste un espace de formation extrêmement important. Les organisations syndicales mettent en place beaucoup de formations. Elles sont un peu les seules d'ailleurs. Là, c'est intéressant par rapport à l'Institut La Boétie qui a cette relance sur la formation militante. Mais la fin de la formation du côté du PC, par exemple, a créé un vide, laissant finalement les syndicats mener à eux seuls cette formation des militants et des militantes, ce qui se ressent beaucoup dans les difficultés à politiser ces formations, en fait. Donc voilà,
L'idée, c'est de dire les syndicats demeurent des espaces vraiment centraux de formation, de conscientisation, mais avec plein de limites. Hein. Plein de limites, je ne veux pas faire trop long, liées à leur implantation. Plein de limites aussi liées au fait qu'il y a eu tout un processus, et peut-être que j'essaierai de l'expliciter un peu plus après, mais un processus, si vous voulez, de dépolitisation de l'action syndicale. Là, moi, je suis partie bien en tête sur les syndicats, politisation. Je serais dans une autre assemblée, ça paraîtrait, mais ah bon, mais on voudrait séparer le syndicat du politique. Non, le politique, ça ne fait pas partie du syndicalisme. Et ça, c'est des décennies, finalement aussi, de débats publics, portés par des acteurs politiques, mais aussi de débats internes au champ syndical, pour dire « Ah non, non, nous, notre action légitime, c'est de se recentrer sur les relations professionnelles, le syndicalisme, il est dans l'entreprise, il n'est pas en dehors. » Et ça, c'est un phénomène qui travaille en profondeur le monde du travail et les syndicats. Parce que certains syndicats ont fait ce choix-là, de dire « On est des corps intermédiaires qui servent à trouver des compromis dans l'entreprise et on ne veut pas porter un discours politique. » Donc il y a quelques organisations syndicales qui tentent de porter encore ce discours politique, mais c'est difficile. C'est difficile quand vous avez, à l'inverse, tout ce mouvement de dépolitisation de ce qui se passe dans la sphère du travail. Il y a pas mal d'équipes syndicales. Je suis partie de ça, hein, l'idée des positionnements syndicaux au moment des élections législatives, à la fois contre les idées du RN et aussi en faveur du nouveau Front populaire. Il y a des équipes syndicales, y compris dans la CGT, y compris dans Solidaire, qui ont refusé de distribuer ces tracts-là. Alors, à la fois les tracts contre le RN et les tracts Nouveau Front populaire pour la CGT, en disant, on a peur de perdre des voix aux élections professionnelles. 2, on a parmi nos adhérentes, des sympathisants RN. Et 3, on ne sait pas faire. On ne sait pas comment apporter le débat politique dans l'entreprise. Et donc ça donne à réfléchir aussi sur ces difficultés, en fait. Alors justement, ma question d'après, c'est comment renouveler la conflictualité au travail peut permettre de repolitiser les syndicats ? Et comment faire des syndicats un vecteur de politisation à gauche ? Merci beaucoup. Il y a plusieurs enjeux pour le mouvement syndical aujourd'hui. Il y a un enjeu un peu de restructuration, c'est-à-dire de réflexion sur ces structures. Comment justement réussir à être en phase avec ces composantes des classes populaires que le syndicalisme dans son ensemble n'organise pas ou peu aujourd'hui. Et ce mouvement, cette réflexion sur les structures, elle est très politique parce qu'elle est liée justement à la question de comment on repolitise les conflits du travail. C'est-à-dire comment, quand des femmes de ménage se mettent en grève, comment on les organise, comment on les organise dans la durée, comment on fait aussi, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elles vont être, lorsque les principales meneuses du mouvement vont subir une répression patronale extrêmement forte. Comment on fait pour aussi qu'elles continuent à trouver leur place et que le mouvement syndical continue à les soutenir en fait. C'est plein d'enjeux qui sont portés comme ça dans le mouvement syndical. Il y a pas mal de luttes dans les années récentes, dans différents secteurs, et notamment les secteurs très précarisés, qui ont soulevé ces questions du redéploiement du syndicalisme. Et il me semble que le processus de politisation, il est parti d'une critique du travail, c'est-à-dire des travailleuses, travailleurs qui sont partis de leur situation au travail, de l'analyse de ce qu'ils vivent au travail, qui ont porté ces revendications-là et qui, à partir de là, ont politisé leur lutte. Je peux prendre un exemple, par exemple, les mobilisations des travailleuses je féminise puisque c'est principalement des travailleuses dans les EHPAD. Il y a eu, depuis maintenant plusieurs années, il y a des mouvements à la fois locaux et des mouvements, il y a eu des grèves nationales aussi, pour dénoncer les conditions de prise en charge et de soins des résidentes dans les EHPAD. Et ces mouvements, finalement, ça a été toute une réflexion sur comment on est empêché de bien faire notre travail. Nous, voilà, comment on voudrait bien prendre en charge les résidents, on n'y arrive pas, en particulier dans les EHPAD privés, par rapport à la façon dont sont gérés ces EHPAD qui sont devenus on le sait bien, il y a eu plein de polémiques là-dessus et une couverture médiatique assez forte,
qui sont devenus des entreprises où on cherche du profit, pour un certain nombre, notamment de grands groupes immobiliers en fait. Et donc ces travailleuses, au début, elles n'ont pas mis en avant des revendications qui les concernaient directement, mais elles ont associé qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut prendre en charge aujourd'hui les personnes âgées et dépendantes, et comment bien les prendre en charge, c'est aussi avoir de bonnes conditions de travail. On ne peut pas ne pas bien les prendre en charge si on n'a pas de bonnes conditions de travail. Donc, elles ont associé tout un enjeu sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des personnes âgées et dépendantes, quels sont les choix de société, qu'est-ce que ça implique en termes de travail, de conditions d'emploi et de travail. Ça, je pense que c'est des processus de politisation qui sont extrêmement importants. On retrouve ça aussi dans l'aide à domicile. Les choix qui sont faits aujourd'hui au niveau des pouvoirs publics, justement, et c'est en lien avec ce que je viens de dire sur les EHPAD, de maintenir à domicile au maximum les personnes âgées, les personnes ayant un handicap, les personnes dépendantes, sans mettre les moyens. Donc, ce sont des femmes des classes populaires, hyper mal payées, avec des emplois précaires, surexposées aux risques, à des problèmes de santé, en fait, par rapport aux gestes qu'elles font, etc., qui se retrouvent finalement à payer les pots cassés des choix qui sont faits au niveau de politique nationale. En fait, et donc, ces conflits-là ont permis de politiser, je pense, des enjeux extrêmement forts par rapport aux conditions de travail, conditions d'exploitation de ces travailleuses dans ces secteurs, et en même temps des choix de société fondamentaux. Donc pour moi, ça c'est vraiment des vecteurs de repolitisation des conflits au travail, en fait. Ok, merci beaucoup. Alors on va passer à Anaïs. Donc je vais encore faire une citation de Jean-Luc Mélenchon, qui nous dit aussi dans l'introduction: dans les conditions de notre siècle, la perception de l'existence de biens communs inaliénables produit une forte motivation collectiviste et arme une forte conscience anticapitaliste. Est-ce que tu peux nous dire, Anaïs, comment est-ce qu'on peut mobiliser ces aspirations du peuple politiquement, et quelle est notre stratégie en tant que gauche de rupture? Merci Maude, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Merci aux militantes et aux militants qui ont organisé, au service d'ordre aussi pour l'accueil. Je voulais aussi remercier Julien pour la coordination de cet ouvrage collectif, et Sophie pour son chapitre et aussi sa venue ce soir. Évidemment, alors, j'ai pas compris. Ah, le pichet, ok. Évidemment, le travail de l'Institut La Boétie, il est salutaire, il est primordial en fait dans la séquence politique dans laquelle nous sommes, et il permet d'enrichir la pensée et puis passer d'un cadre théorique mêlant notre cadre pratique, c'est-à-dire nos pratiques militantes, à des faits qui sont sociologiques en fait. J'irais même jusqu'à dire que ce soir, oui, je suis députée de Lyon, mais je vous parle avant tout comme une militante et une responsable politique, puisque là, je viens amener des enjeux stratégiques à la discussion et en fait à l'analyse de ce bouquin. Déjà, pour dire pourquoi ce livre. Je l'ai dit, évidemment, c'est très salutaire d'avoir une analyse plus poussée et plus fine, mais on a besoin de ce genre de livre pour comprendre dans quel monde nous évoluons et de comprendre la relation entre les classes populaires et la gauche. Pourquoi ? Parce que notre objectif, c'est la révolution citoyenne. Notre objectif, c'est transformer la société. Et pour transformer la société, on ne peut pas se dire on ne la connaît pas et on n'en connaît pas ni les composantes, ni les revendications, ni les aspirations. Donc d'abord, lorsque ce livre, il actualise les données sociologiques, il nous permet d'avoir une analyse plus fine de ce que sont les classes populaires. Et je dis « sont » puisqu'il n'y a pas une classe populaire, il y a des classes populaires. Et je dis ça parce qu'on a tendance à avoir une analyse monolithique, c'est-à-dire on analyse les classes populaires comme un seul bloc. Ça n'est pas vrai, et on l'a vu tout au long de cet ouvrage, et tu l'as rappelé, Julien aussi. Et donc, lorsqu'on sort de cette analyse homogène, on arrive à comprendre quelles sont les aspirations qui sont traversées dans ces classes populaires. Et comment nous, en tant que mouvement politique, on peut y répondre. On peut y répondre parce que, tu l'as dit très justement, on y répond grâce à une approche intersectionnelle. L'intersectionnalité,
elle est primordiale aujourd'hui dans l'analyse qu'on a des classes populaires. Parce qu'elle permet d'identifier les formes de discrimination, ces formes de discrimination qui par ailleurs se combinent et se renforcent entre elles. Et donc adopter cette approche intersectionnelle, ça nous permet de lutter plus efficacement contre les situations de violence et de garantir l'égalité des droits pour toutes et tous. Donc, sans analyse intersectionnelle, vous mettez de l'opacité sur une partie du système de domination, et donc, vu que vous oubliez une partie de des approches, enfin des approches de ce système de domination, vous ne répondez pas à l'aspiration qui est l'égalité des droits. Voilà. Et tu le dis assez bien sur ton premier chapitre sur l'évolution des classes populaires. Tu lis ça à la mutation du capitalisme et des systèmes de production. Et je trouvais ça très intéressant d'y revenir puisque tantôt quand on se dit voilà la classe populaire c'est une chose homogène, on se trompe. Et de la même manière que lorsqu'on dit qu'il faut sectorialiser les luttes, on se trompe. On se trompe parce que les mutations du capitalisme et du système de production a eu pour effet de transformer la société dans son essence. Par exemple, tu l'as dit sur l'ubérisation, sur la féminisation aussi dans le monde du travail, sur la sous-traitance, l'externalisation, tout ça a permis en réalité d'atomiser les travailleurs et les travailleuses. Et donc, ce qui a permis de ne pas avoir une forme de conscience de classe et ce qui a permis là, pour le coup, pour le capitalisme, de pouvoir user de toute la force qu'il souhaite. Et donc, si on ne comprend pas les classes populaires telles qu'elles sont aujourd'hui, on ne peut pas répondre à leurs aspirations. Et au-delà de répondre à leurs aspirations, et ça c'est plus aussi toi qui le dis Sophie, c'est comment on replace les classes populaires dans les différentes organisations, qu'elles soient syndicales et politiques, tant dans la représentation, mais aussi dans l'écoute de leurs revendications et dans l'écoute de leurs aspirations. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Moi, en tant que parlementaire, je fais ce qu'on appelle des permanences populaires. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je me déplace dans un des quartiers de ma circonscription, je pose une table, un barnum, et j'écoute les habitants et les habitantes, j'écoute leurs revendications, leurs aspirations. Et tout ce qu'il me dit permet de guider mon action à l'Assemblée nationale. Tout ce que leurs problématiques, me dire voilà, moi j'ai une problématique de logement, j'ai un loyer qui est trop cher, c'est mon premier poste de dépense. Tout ça, ça me permet moi à l'Assemblée nationale de porter des revendications et donc des aspirations des personnes qui viennent m'interpeller en tant que députée. Et c'est pour ça que je voulais lier la question militante d'action de terrain et aussi après, dans un second temps, je vous parlerai de l'approche un peu institutionnelle en tant que députée. Et tout ça pour vous dire que pour comprendre les aspirations des classes populaires, il faut bien sûr qu'ils soient représentés dans les organisations, qu'elles soient syndicales ou politiques, et pour être au plus proche de la réalité et de leurs aspirations. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les classes populaires sont l'acteur principal de la révolution citoyenne que nous portons en tant que mouvement politique, parce qu'en réalité, elles sont les premières victimes du capitalisme. Par exemple, lorsque il y a des mouvements sociaux, elles ont la capacité de pouvoir avoir un impact sur le capitalisme et sur le système de production. Quand ils décident de faire grève, par exemple. Quand elles décident d'arrêter de consommer, elles ont clairement un impact sur le système capitaliste. Et donc, ils ont la capacité de toucher ce système de production, et ça donne un constat, c'est que l'hétérogénéité des classes populaires et la mutation du capitalisme dépassent simplement la production industrielle et en réalité un phénomène total. Le capitalisme, c'est pour ça que je vais faire le lien avec l'intersectionnalité, c'est que par exemple le capitalisme devient total lorsqu'il est en corrélation avec d'autres modes de domination. Par exemple, et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur l'intersectionnalité, le capitalisme se nourrit du système patriarcal. D'accord ? Lorsque une femme est moins payée qu'un homme à même niveau de diplôme, de compétences, en réalité, le capitalisme se satisfait du système de domination patriarcale parce que pour lui, il a une main-d'œuvre qui est moins chère.
De la même manière que le système de domination colonialiste est satisfait, enfin le capitalisme est satisfait de l'économie de guerre, puisque pour lui c'est une ressource économique et financière. Donc tous ces liens de domination s'entretiennent et se renforcent, et c'est pour ça qu'il est important de justement avoir cette analyse-là. Pour vous dire, tout à l'heure, je parlais de révolution citoyenne, que nous défendons. Nous défendons la révolution citoyenne, et pour nous, elle ne pourra passer que par l'unification des classes populaires en peuple, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, et on le voit très bien, puisque en ce moment, on est en train de capter un peu un moment politique assez particulier. On est dans un moment où les classes populaires, elles se retrouvent dans la rue, on l'a vu le 10 septembre, on l'a vu le 18 septembre, et elles portent des revendications propres à elles, et chacune avec leurs revendications. On a vu par exemple le 10 septembre, il y avait des étudiants qui portaient des revendications de conditions d'études, de vie plus digne, de stop à la précarité étudiante. On a vu aussi des retraités qui étaient là pour faire en sorte que leur pension de retraite soit indexée sur l'inflation. Il y avait des salariés, des ouvriers, et chacun, avec leurs revendications, était présent dans un mouvement populaire. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'unification des revendications autour d'une aspiration commune, c'est-à-dire de transformer la société. Et je trouve que la raison pour laquelle le 18 septembre a été aussi une forte journée de mobilisation, c'est parce qu'il y avait aussi eu le 10 septembre avec cette mobilisation qui sortait un peu des cadres syndicaux, politiques qui émergeaient de la base et qui portaient des revendications qui n'étaient pas uniformes, mais que chacun dans son secteur venait demander quelque chose qui était assez simple, vivre mieux, vivre dignement. Et c'est là où la possibilité d'avoir une unification en réalité des classes populaires et donc en peuple, ça peut permettre d'aboutir à la révolution citoyenne que nous appelons de nos vœux. Mais pour cela, il faut que la gauche, elle soit exemplaire. Une fois que ces revendications sont posées, il faut qu'on puisse arriver à les mettre en application. Et tu l'as dit tout à l'heure avec la désaffection que pouvaient avoir certaines classes populaires à la gauche, à ce qui s'est passé avant, en fait, à la gauche qui a trahi, quoi. En fait, pour vous le dire simplement et sans sarcasme, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris ce qu'étaient aujourd'hui les classes populaires et ce qu'étaient aujourd'hui les aspirations des classes populaires. Et tout ça, nous, on l'a compris. Alors, on l'avait compris avec le mandat de François Hollande, mais j'y reviendrai après sur la question de la social-démocratie. Mais on l'avait compris notamment avec la mort de Naël, quand il y avait eu une discussion sur le fond et sur la sémantique. Lorsque nous avons dit, ce sont des violences urbaines. Et c'est pas des émeutes. Ce sont des révoltes urbaines. Ce ne sont pas des émeutes. Pour faire comprendre que derrière cela, il y avait des revendications de justice, de stop aux discriminations et au racisme. Et pour autant, il y a eu un côté de la gauche qui utilisait cette sémantique en mode émeute, violence, sécuritaire, tout ce que on a clairement, on n'était pas du tout d'accord. Donc ça a été vraiment la première fracture il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, pour revenir à la social-démocratie, à la gauche qui trahit, entre guillemets, ce que comprend pas la social-démocratie lorsqu'elle est dans le compromis, la compromission, c'est qu'elle entretient les logiques du capitalisme lorsqu'elle va essayer de maintenir l'ordre établi. Parce que nous, la raison pour laquelle on lutte, c'est pour justement détruire cet ordre établi. Et ce qu'elle n'a pas compris, c'est que en ne mettant pas toutes ses forces sur l'oligarchie, en voulant entretenir par compromission avec des discussions avec le gouvernement et les gouvernements successifs, ou même en mettant en place, par exemple, le CICE pour François Hollande, en mettant en place la loi El Khomri, en disant mon ennemi c'est la finance, et finalement pas du tout, elle se compromet et donc elle permet à l'ordre établi et à l'oligarchie de se maintenir en place. Et donc c'est ça.
C'est ça le point sur lequel nous, on n'est pas d'accord. Et donc, lorsque cette social-démocratie soutient ou entretient ces logiques du capitalisme, elle trahit les classes populaires. Parce qu'elle les divise entre elles. Et pourquoi je vous dis ça, et j'insiste sur ce point, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, je ne sais pas si c'est un nouveau concept en sociologie, mais l'introduction de la conscience sociale triangulaire. En fait, c'est ce que tu décrivais, Julien, et que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que la social-démocratie, elle hiérarchise les luttes, et en plus de ça, elle contribue à atomiser les classes populaires, c'est-à-dire en n'ayant pas une approche intersectionnelle. Et elle entretient cette conscience triangulaire, selon moi, parce que au lieu de faire en sorte que les classes populaires se dirigent vers l'oligarchie, vers l'ordre établi, en tout cas leurs revendications vers là, elle contribue à dire qu'il y a une différence entre les classes populaires, entre les classes moyennes, les classes un peu intermédiaires et les classes populaires. Et donc, vous avez le système capitaliste qui est hyper content de tout ça, puisque pendant que les classes populaires se divisent entre elles, elles ne se dirigent pas vers l'oligarchie et vers le système capitaliste. Donc, tant que nous n'aurons pas réussi à unir le bloc populaire contre l'oligarchie, le capitalisme, ce sera l'extrême droite qui sera contente de tout ça. Parce que quand vous avez une division des classes populaires, donc cette conscience triangulaire, vous avez donc des brèches qui sont faites, vous n'avez pas d'unité possible. Alors que, tu l'as dit Julien tout à l'heure, il y a une aspiration commune, il y a des valeurs de gauche communes dans les classes populaires. Je disais tout à l'heure en parlant du 10 septembre, on est dans une phase dégagiste. On est dans un moment où 2 Français sur 3 demandent le départ d'Emmanuel Macron. Et nous, en tant que mouvement politique, la France Insoumise, c'est évidemment quelque chose qu'on appelle de nos voeux par notre action institutionnelle à l'Assemblée nationale, mais aussi parce que nous sommes en tant que mouvement politique. Et c'est pour faire aussi le lien avec ce que tu disais, Sophie, sur la difficulté d'avoir une représentativité dans les syndicats. Les mouvements de gauche ont toujours eu cette difficulté, en tout cas les partis de gauche ont toujours eu cette difficulté de représentativité. C'est la raison aussi pour laquelle nous, à la France Insoumise, nous avons opté pour un mouvement politique et pas un parti politique. Et pourquoi mouvement politique ? Parce que nous souhaitons être utiles à cette révolution citoyenne et que la forme mouvement, ça permet d'avoir une action qui est portée vers l'extérieur. Premièrement, parce que il n'y a pas d'adhésion monétaire. En tout cas, il ne faut pas payer une adhésion pour être à la France Insoumise. Être au sein de la France Insoumise, c'est pas exclusif. Vous pouvez être dans un syndicat, un collectif, une association. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça permet en réalité d'avoir des capteurs dans la société, d'avoir des gens qui sont en capacité de nous dire dans ce secteur-là, c'est cette lutte, c'est ces revendications. Et c'est ce qui permet après à ce mouvement politique d'agréger les revendications et les aspirations et donc de répondre au plus proche des réalités de ce que souhaitent les gens. Et c'est pour ça que la forme mouvement, elle est intéressante aussi. Et en tout cas, la forme mouvement, ça permet d'entrer, de sortir, ça permet de militer comme on le souhaite, et ça permet aussi d'avoir des indicateurs de terrain qui soient très très fiables et très très réels. Alors, on le disait aussi sur la représentativité dans les mouvements, on a une difficulté aussi, c'est que le mouvement, c'est les gens qui sont à la tête des mouvements politiques, généralement, c'est pas des gens qui sont très représentatifs de la société. Et lorsque, à la France Insoumise, vous ne mettez ni d'adhésion, ni d'hiérarchisation entre les personnes, parce que c'est des groupes d'action et qu'il n'y a pas, par exemple, le pôle départemental, le pôle régional, vous permettez à tout à chacun de pouvoir être un représentant et de pouvoir s'exprimer au nom de la France Insoumise, en tout cas. Et donc, ça permet que toutes les personnes qui partagent ces idées, ils militent, et ça permet en tout cas de former une nouvelle génération de cadres politiques qui, à mon sens, est au plus proche de la réalité de ce qu'est la France aujourd'hui.
Voilà pour la partie un peu mouvement. Et maintenant, je vais prendre ma casquette députée et peut-être vous dire que lorsque vous êtes un mouvement politique qui a pour ambition de faire la révolution citoyenne, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition et les institutions en sont des outils. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir une pratique radicale dans l'Assemblée nationale, et c'est-à-dire d'avoir pour boussole le programme, rien que le programme, d'avoir une forme de cohérence, de continuité, parce que c'est ce qui a été reproché à la gauche, c'est d'avoir une absence de continuité et une absence de cohérence. Et ça permet aussi à tout à chacun de comprendre quel est l'élément stratégique et quelle est l'orientation stratégique que nous voulons donner. Mais en ce qui concerne la radicalité au sein de l'Assemblée nationale, elle se manifeste, par exemple, par le fait que lorsque vous avez un 49.3, nous déposons une motion de censure. Lorsque vous avez un ministre qui fait un discours de politique générale et qui refuse de se soumettre au vote de confiance, c'est une motion de censure. Et tout ça, c'est pour justement contre-choquer les logiques de la Ve République, tout comme le fait que nous proposions de destituer le président de la République parce qu'il n'a pas respecté le résultat des élections législatives et qu'il a fait un déni de démocratie, mais surtout parce que ça fait 8 ans qu'il met le chaos dans notre pays, que les gens n'ont jamais été aussi pauvres, que les logements n'ont jamais été aussi insalubres, que les conditions d'études n'ont jamais été aussi délétères, j'en passe. Mais en tout cas, c'est coller l'action parlementaire aux aspirations populaires. Et pour cela, avoir une boussole qui est très claire, c'est le programme, rien que le programme. Et c'est pour ça que je vais glisser doucement vers ce qui nous intéresse, c'est le programme, rien que le programme, qui permet d'avoir une clé de compréhension pour tout à chacun et qui permet de justifier un peu, en tout cas de nous expliquer sur les débats houleux qu'on a pu avoir ces derniers temps avec le Parti socialiste, qui, par ses vieilles habitudes, a pas censuré à 6 fois de reprise Bayrou, et qui a permis en réalité, par le fait qu'il n'est pas censuré, de maintenir l'ordre établi en place et donc d'avoir un budget qui asphyxie les Français et les Françaises, et donc d'avoir un budget et donc une politique contre les Français et contre les classes populaires. C'est la raison pour laquelle nous déposons systématiquement des motions de censure lorsqu'il y a 49.3 et nous nous battons sur chaque budget pour faire en sorte qu'il soit un peu mieux. Il y a aussi la question de, par exemple, je vous disais le programme, rien que le programme. Lorsque le Parti socialiste, par exemple, revient pour faire un conclave sur la réforme des retraites, en fait, il y a une mobilisation historique sur la réforme des retraites. Et en faisant ce conclave, en allant se compromettre de discussions qui n'ont abouti à rien, ils trahissent en réalité les aspirations de ce mouvement populaire dont 91% des actifs étaient pour l'abrogation de cette réforme. Donc, c'est pour vous montrer, alors sarcastique, mais c'est pour vous montrer le lien entre les actions parlementaires, les actions stratégiques d'un parti ou d'un mouvement et les aspirations populaires et les aspirations de mobilisation sociale. Tout ça pour vous dire que nous, à la France Insoumise, nous sommes donc un mouvement qui est sur ses deux jambes, un mouvement qui est à l'Assemblée nationale et un mouvement qui est dans les mobilisations sociales et populaires, parce que nous croyons en cette révolution citoyenne et que nous appelons de nos vœux. Mais pour cela, il faudra qu'elle se passe par un peuple uni. Et pour cela, c'est pour ça que je dis que ce genre de livre, il doit être aussi boussole, nous, en tant que militants politiques, pour avoir des clés de compréhension et puis ensuite de pouvoir aussi ajuster nos manières de militer, ajuster l'agrégation des aspirations et des revendications de chacun. Mais en tout cas, je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, on va y arriver. Merci beaucoup Anaïs. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère que ça vous a permis de... J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair donc, sur les transformations qu'on a à mener en tant que gauche de rupture. On va passer maintenant aux questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. On peut se donner 20 minutes. Alors, du coup, j'aurais 2 questions pour Sophie Bayrou.
Alors, la première, c'est est-ce que le fait que l'UGICT aujourd'hui dirige, une représentante de l'UGICT dirige la CGT, c'est-à-dire les cadres de la CGT, soit à la tête de cette organisation, est-ce que ça n'empêche pas la représentation des classes populaires à l'intérieur de la CGT? Et la deuxième, elle est un peu plus politique, et dans le sens, est-ce que en tant que syndicaliste, en tant que militant insoumis, on doit chercher à pousser à des organisations de grève à la manière dont tu as fait Medialis, Cogépar, Pizzorno, etc. à Lyon il y a quelques années, mais aussi à l'Hôtel Ibis. Est-ce qu'on doit pousser à ce genre d'organisation collective syndicale et plus populaire et moins chez des gens qui sont des sous-traitants? Voilà, tout simplement. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Très rapidement, moi j'ai une question sur la perspective la perception des classes populaires vis-à-vis du système en place. Et en disant qu'il y a une forme de résignation et de découragement, non pas qu'elles ne croient pas au programme de la gauche ni en ses valeurs, mais plutôt de penser que même si on gagnait, le système est plus fort et qu'on ne pourrait pas le changer, et que du coup, on a abandonné en fait la lutte et on se replie sur le fait que on est sur le conservatisme de ce qu'on a déjà. On se replie sur effectivement ses proches, son voisinage, sa communauté. Mais voilà, non pas parce qu'on a très bien compris comment fonctionne le système, mais on pense que même avec une victoire électorale, ça ne changera rien. Voilà. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça, essayer de franchir ce cap-là? Oui, merci beaucoup. Je vais commencer par un aveu, donc j'ai pas lu le livre, donc je vais essayer de poser des questions qui, vous me pardonnez, qui vont être relativement superficielles. La première question, c'est par exemple sur le titre, c'est Nouvelle Gauche, Nouveau Peuple, je crois. Donc je crois que c'est deux catégories, si je puis dire, classificatoires qui me paraissent extrêmement larges et qui sont, pour la gauche, vous l'avez évoqué, qui a été un peu une catégorie assez galvaudée. Et donc, pourquoi reprendre cette catégorie? Est-ce que dans le livre, en tout cas, cette catégorie a été plutôt bien définie, son périmètre, son contenu? J'ai également une question sur la catégorie peuple. Ça regroupe quoi, en gros, puisque quand on sait très clairement que ça peut être quelque chose qui peut avoir des connotations parfois assez on va dire péjoratives. Et pourquoi le peuple? Et j'ai une autre question sur la question de l'intersectionnalité qui, en gros, comment dire ça, à la fois pose la question de ce qu'on peut appeler une espèce de millefeuille d'identité, et en même temps, comment trouver par rapport à cette question le dénominateur qui peut véritablement, comment dire, qui peut être comme en quelque sorte un principe organisateur. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, c'est-à-dire quand on prend des catégories qui sont aussi parfois élargies et pour certains antagonistes, donc comment créer autour de ces catégories-là une forme j'ai envie de dire, d'identité commune réelle. Et ça pose aussi la question, je pense que peut-être vos détracteurs, si je puis dire, peuvent vous faire cette reproche, c'est la question de l'universalisme, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, la question de l'intersectionnalité, que d'autres appellent la consubstantialité, en tout cas, des revendications ou des luttes ou des catégories. Et comment poser la question de l'universalité? Est-ce que c'est une revendication ou en tout cas une reformulation de l'universalisme au sens de, comme ça a été évoqué, cette opacité de catégories, notamment pas d'immigrés, de gens, etc. Eh ben, est-ce que vous revendiquez dans cette question-là une mise en lumière ou en tout cas d'une forme de remise à l'endroit de l'universalisme, en tout cas, si je puis dire.
Donc, voilà, j'aurais d'autres questions, mais je préfère rester là parce que la dernière pourrait concerner, par exemple, madame qui parlait de la question de la lutte du 21e siècle, notamment de la lutte anticapitaliste, etc. La difficulté pour moi d'arriver à cerner ça, c'est que, en fait, vous l'avez évoqué, c'est l'hétérogénéité des luttes, mais en tout cas l'atomisation, on va dire, des travailleurs, notamment par l'organisation actuelle du système capitalisme, qui, en tout cas, enlève le socle qui était le socle, on va dire, de la classe ouvrière, comme était la classe, était le moteur, en tout cas, de l'histoire, comme dirait l'autre. On n'a plus cette classe ouvrière comme une classe aussi identifiée, si je puis dire, comme on pouvait la voir dans les usines. Et donc, ça a été aussi évoqué, notamment pour une difficulté par rapport au syndicalisme, puisque l'atomisation pose la question du problème. Donc, maintenant, c'est pour une question stratégique, c'est quel est le E, quoi, contre lequel ce nous va discuter, c'est cette lutte entre le E et le nous, c'est qui le E maintenant? Vous parlez de l'oligarchie, est-ce que c'est pas un truc aussi, une catégorie trop floue? Donc, vous voyez, c'est des choses, je pouvais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, peut-être pour répondre à la première question, en fait, qui concernait donc Sophie Binet, qui est la secrétaire générale, comme vous le savez, de la CGT, qui était, avant d'être secrétaire générale de la CGT, dirigeante de l'organisation interne des cadres à la CGT, hein, d'où la question. Elle renvoie à plein d'enjeux, cette question. Effectivement, il pourrait y avoir une tentation du côté de la CGT, même d'autres organisations syndicales, de beaucoup s'adresser aux cadres, hein, puisque comme je vous le disais, dans les grandes entreprises aujourd'hui, on trouve principalement des techniciens, des ingénieurs, des cadres, puisque ces grandes entreprises, elles se sont resserrées quelque part sur ces catégories-là, elles ont externalisé tout ce qui est emploi ouvrier, hein, tout ce qui est production. Hein, les grands groupes, ils ont gardé la recherche et développement, parfois quelques sites de production dans l'industrie, parfois pas. Hein, parfois, les ingénieurs, ils envoient directement les commandes dans différents pays où il y a du Sud, où il y a des travailleurs et travailleuses qui vont produire. Hein, et du coup, l'enjeu aujourd'hui pour une organisation syndicale, c'est d'avoir des voix, des suffrages aux élections professionnelles dans les CSE, parce que c'est ce qui détermine la représentativité que ces organisations vont avoir au niveau national et interprofessionnel et les ressources dont elles vont bénéficier. Donc aujourd'hui, il vaut mieux être présent dans les grandes entreprises, faire des voix auprès des cadres, que de tenter d'organiser des travailleurs et travailleuses précaires dans des petites entreprises avec des passages entre l'emploi et le chômage où c'est extrêmement compliqué. Et se syndiquer quand on est intérimaire, quand on est précaire, ça n'a rien d'évident. Donc il pourrait y avoir ce choix qui est fait, hein, de dire on va s'adresser principalement aux catégories supérieures du salariat. Heureusement, c'est pas ce que porte, à ma connaissance, Sophie Binet dans la CGT. Heureusement. Hein. Et je pense même qu'au fur et à mesure de son mandat, elle a une évolution, a un peu mieux compris les enjeux de la présence et des luttes menées au niveau, par rapport aux travailleurs, au salariat populaire, et notamment les enjeux que j'évoquais tout à l'heure, un peu de repenser les outils syndicaux, quoi, repenser les formes de structuration pour justement essayer d'organiser des employés de Carrefour Market. Hein. C'est difficile de construire aujourd'hui un syndicat dans un petit Carrefour Market où vous avez à peine un ou deux, éventuellement, c'est déjà bien, syndiqués, où ce ne sera pas possible de faire vivre un syndicalisme d'entreprise. Donc ce qui va pouvoir marcher, c'est peut-être un syndicat départemental du commerce. En fait, hein. Donc il y a pas mal de réflexions aujourd'hui dans la CGT, dans d'autres organisations comme Solidaire, sur ces questions-là de comment on repense l'outil syndical par rapport aux transformations des entreprises, du salariat, et surtout pour faire, quelque part, pour permettre un peu, je dirais comme ça, des travailleurs qui sont empêchés, quelque part, de syndiquer, de s'organiser, pour leur permettre, empêchés par rapport au statut précaire, hein, qu'ils ont, de s'organiser. Et après, sur la question, sur un peu... moi, je ne me permettrai pas de dire ce que doivent faire des militants et militantes de LFI, mais sur la question de ce que peuvent apporter des luttes menées un peu sous des formes d'auto-organisation, pour moi, c'est aussi... C'était une des questions tout à l'heure. Pour moi, c'est des vecteurs de politisation, parce que quand les travailleurs, travailleuses se donnent les moyens de se constituer en collectif, d'essayer d'aller chercher des éléments sur le droit du travail pour se mettre à se mobiliser, on est dans un processus de politisation qui est extrêmement important. Donc c'est des luttes qui sont porteuses de
de subversion de l'ordre dominant, et c'est ça qui est vraiment important en fait. J'avais une autre idée, mais elle m'est échappée. Je vais peut-être passer à la parole pour pas faire trop long, mais je reviendrai. Alors moi, je vais peut-être rebondir sur la question de la résignation, au fond, et puis peut-être sur d'autres points, et donc sur la question du rapport des classes populaires au changement social et politique, qui est une vaste question. Mais en tout cas, moi, je rejoins pour partie, en fait, alors j'ai essayé d'être un peu optimiste dans la première partie de mon intervention tout à l'heure. Malgré tout, moi, dans le travail que je fais, en fait, qui est un peu une sorte de sociologie politique des quartiers populaires, c'est quand même beaucoup ça qui ressort. Je fais aussi une sociologie de la résignation, au fond, dans le rapport aux politiques. Et effectivement, cette notion de résignation, moi, voilà, je m'appuie là-dessus, parce qu'en fait, d'un côté, moi, ce qui ressort beaucoup de mes enquêtes, c'est des formes de politisation ordinaire, un peu à rebours de l'idée que les gens, en fait, seraient pas politisés, ils s'en foutraient, etc., et ils seraient repliés sur des conditions, des considérations individualistes. Ah non, en fait, les gens dans les quartiers, et c'est probablement vrai ailleurs dans d'autres strates des milieux populaires, ont un rapport très politique au monde, parce qu'ils se rendent bien compte, au fond, d'où viennent leurs problèmes et que l'État, les pouvoirs publics les maltraitent. Et en même temps, vous avez raison, en fait, bien souvent, moi, ce qui ressort en tout cas de mes enquêtes, c'est qu'il y a ce sentiment, cette perte de croyance dans la capacité de l'action politique, sous quelque forme que ce soit, par les élections, mais aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur la démocratie participative, je travaille beaucoup sur la vie associative, les mouvements, que c'est mort, en fait. Que le rapport de force est trop inégal et qu'on ne gagnera pas. Et ça, cette perte de croyance qui alimente la démobilisation, au fond, voilà, pourquoi se mobiliser, puisque de toute façon, ça ne changera rien à mon quotidien. Au fond, être un habitant de quartier, c'est avoir fait une succession d'expériences de défaites et de promesses non tenues, notamment, mais pas seulement de la part de la gauche, c'est aussi l'expérience répétée de la reproduction sociale. Au fond, quand on voit que ces gamins, au fond, malgré l'ascension scolaire et les diplômes, au fond, n'arrivent pas à accéder à des boulots du fait de discrimination, etc., comment on peut croire, au fond, que du changement est possible? Donc il y a une socialisation, d'une certaine façon, à l'impossibilité d'un changement qui vous soit bénéfique, pour le dire comme ça. C'est ça aussi, un peu, faire partie des milieux populaires aujourd'hui, et le fait que la gauche, depuis 20 ans, connaît une succession de défaites, y compris dans la rue, etc., ça entretient, je crois, aussi cette forme de résignation. Malgré tout, il y a peut-être quand même quelques lueurs d'espoir. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que des gens qui étaient quand même très loin de la politique se soient remobilisés, par exemple, aux dernières présidentielles et législatives, c'était pas gagné, en fait. C'est pas gagné que des gens dans les quartiers reviennent aux urnes, etc., et se remobilisent, et qu'à un moment, un discours ou une offre politique qui est un peu plus en lien avec ce qu'ils vivent résonne avec eux et elles. Et voilà. Et donc, je crois que c'est quand même possible, et il y a quand même moyen de briser cette résignation, malgré tout, pour aller beaucoup plus loin, parce que quand même, on part de loin, y compris, donc moi, un de mes terrains d'enquête de longue date, c'est Roubaix, donc qui est situé en banlieue de Lille, qui serait un peu une sorte d'équivalent structurel, peut-être de Vaux-en-Velin, ici, y compris aux dernières législatives, alors que le RN était aux portes du pouvoir, et que les gens ont bien conscience, au fond, que l'arrivée du RN au pouvoir, il serait en première ligne, la moitié de la population s'est abstenue. Malgré le fait que la participation a augmenté, de plus de 10 points par rapport aux législatives d'avant, etc. Mais malgré tout, il y a encore la moitié des gens qui ne vont pas voter quand le RN est aux portes du pouvoir. Donc on voit bien, précisément, parce qu'en fait, les gens pensent que la politique n'a pas d'impact sur leur vie. Et donc là, il y a un travail à mener. Quelques idées de ce point de vue-là. C'est pour ça que je pense que les municipales, en fait, peuvent être un jalon important de ce point de vue-là. C'est-à-dire que peut-être que si demain, il y a la prise de certaines municipalités par des forces de gauche de rupture qui montrent effectivement que la politique peut changer la vie, ça permettrait un peu de reconstruire cette croyance dans la capacité et dans l'utilité de la participation. Et puis au-delà de ça, moi je reviens à mes histoires de mobilisation extra-électorale. C'est-à-dire que voilà, ce qui brise la résignation, c'est la victoire. Et en fait, ce qui nous mine depuis des années et des décennies, c'est la succession des défaites, en fait. Des défaites électorales, mais aussi dans tous les autres champs de lutte. Et donc, il faut identifier des endroits où on peut avoir des petites victoires et mettre en place. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le community organizing, qui est vraiment dans ce truc-là, qui a une forme de pragmatisme. Le grand soir n'est peut-être pas exactement pour demain. Et donc, sur le logement, sur le transport, sur l'éducation, sur la santé, il y a peut-être moyen d'obtenir ici et maintenant des victoires qui permettent de briser, que ça vaut le coup de s'engager, de passer des soirées, etc. Et donc, voilà, les petites victoires comme clé pour briser la résignation, même si évidemment c'est pas facile et donc il y a encore du boulot. Un dernier mot parce que je suis long déjà sur la question intersectionnalité. Est-ce que au fond ça vient un peu
mettre en cause la possibilité d'une forme d'unification des classes populaires, etc. Voilà, c'est une vraie question. Et en même temps, je pense que la réponse est non. Et donc, je pense que tout ça, moi je crois beaucoup au travail et au rôle du travail des organisations collectives, des organisations politiques, du rôle, j'évoquais dans l'histoire au fond. C'est-à-dire que voilà, les identités collectives seront ce qu'on en fera. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, je trouve ça intéressant, cette idée de peuple, en fait, là, qui est proposée. D'une certaine façon, c'est une proposition politique que fait la FI là-dessus, qui est intéressante par rapport à celle de simplement de classe populaire ou de classe ouvrière, qui était, au fond, qui rabattait toutes les formes de domination sur une question de classe, sur une question strictement sociale et liée au capitalisme, et en lien avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Cette idée de peuple, au fond, entre le bas et le haut, permet d'imbriquer, au fond, de rassembler les différentes formes de domination que vivent les gens. Et donc c'est toute, j'ai envie de dire, la tâche de la gauche aujourd'hui et dans les années à venir, c'est précisément de réussir à marcher sur ce fil-là, à la fois de prendre en compte sérieusement la diversité des expériences que vivent les gens, et puis quand on est une femme musulmane aujourd'hui dans un quartier, c'est pas exactement la même expérience que pour un homme noir, et c'est ça l'intersectionnalité, c'est de dire que voilà, les gens vivent pas exactement la même chose, et que malgré tout, il y a du commun, et que ça peut se construire, et que ça se construit aussi par le travail militant des organisations politiques et par ces luttes qui peut-être permettent de briser la résignation. Donc, Doha, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais je pense que c'est pas, la tâche n'est pas impossible, même si le fil sur lequel il faut marcher est ténu. Oui, je vais prendre un deuxième tour de questions. Je vous invite à faire des questions courtes. Et aussi, je vais privilégier les femmes pour ce tour. Bonsoir. Moi, j'ai une grosse question concernant l'isolement des personnes, des travailleurs, des travailleuses, notamment dans le milieu rural où les syndicats ne sont pas présents du fait aussi de l'éloignement géographique où ils sont moins facilement présents. Moi, je travaille dans une petite collectivité où le syndicat du département pour lequel on est censé avoir voté est inexistant. On ne sait même pas comment les contacter. On ne sait même pas qui contacter, ni un numéro de téléphone. Donc ça, je pense que c'est très commun, en fait, dans le milieu rural, par exemple. Mais il y a aussi les familles monoparentales, par exemple, qui n'ont absolument pas le temps ou pas de possibilité, par exemple, de rompre l'isolement pour se syndiquer ou autre, et qui occupent beaucoup d'emplois précaires, extrêmement précaires. Justement, des femmes de ménage, des ATSEM, enfin voilà, des emplois où elles n'ont pas le temps. Et du coup, quelle méthode pour pouvoir justement politiser ces formes d'isolement est-ce que les syndicats y ont pensé, ou ils pensent? Il y a Internet qui peut... Enfin, voilà, il y a des choses à distance, peut-être, qui peuvent être faites. Mais il y a... moi, ça me pose vraiment question. Ouais. Alors, est-ce qu'on a... J'ai 3 personnes en même temps. Oui. Sous forme de question, est-ce que vous ne pensez pas que en fait, le regard que porte une certaine gauche sur les quartiers populaires est le même regard qu'elle portait sur les peuples dits inférieurs colonisés. C'est-à-dire que, et je l'ai vécu au travers de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'il y avait une insuffisance de la reconnaissance des capacités créatives à partir des populations des quartiers, et que le bien-être venait de l'extérieur, avec la diversification, la mixité, la fameuse mixité sociale. Donc, et en posant cette question, on règle le problème. On trouve, je dirais, une jonction entre la problématique des quartiers populaires et en même temps les revendications des jeunes issus de l'immigration. Voilà. La deuxième chose, c'est par rapport aux syndicats. On a une organisation syndicale qui est essentiellement organisée par branche professionnelle. La solution ne serait-elle pas de redonner véritablement une vie aux unions départementales et aux unions locales? Parce que comme ça,
les syndicats seraient confrontés aux problèmes de la ville et aux problèmes de société. Et pas que, parce qu'en même temps, il faut bien surtout s'occuper des salariés et des entreprises, mais ça leur permettrait d'aborder d'autres thèmes. Voilà. Oui, par rapport à la question des syndicats et des forces politiques, vous avez vu qu'il y a aujourd'hui en Italie une très puissante grève générale pour protéger la flottille et pour le stop au génocide à Gaza. Et c'est effectivement l'illustration même que sur les questions aujourd'hui qui se posent partout, le combat politique et le combat syndical se rejoignent. On a vu sur la grève des retraites que bon, il y avait deux aspects. D'un côté, le combat politique était Macron n'est pas légitime, donc il n'a pas à faire ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire destitution de Macron parce que c'est son 3e coup de force. Il a mis Barnier, et puis il a mis Bayrou, puis maintenant il a mis Lecornu. Donc oui, ça suffit. Et ce combat politique, il nourrit, je crois, tout le combat des syndicats qui, eux, expliquent ce qu'il y a dans le budget pour des gens qui voient ce qu'ils vont perdre quand ils seront malades parce qu'il y aura les jours de carence, ben, c'est très concret. Et les assemblées générales, partout, elles discutent de ça. On ne peut pas laisser passer un budget comme ça. Et ne pas laisser passer le budget, c'est faire tomber le régime. Tout le monde a bien compris. Même les journaux comme les grands journaux comme Les Échos, Le Monde, etc., sont très inquiets de voir dans quelle situation se trouve le régime. Voilà. Donc, à mon avis, la jonction du combat entre syndicats et politique est donnée par la marge des événements. Moi, je me rappelle le 26 octobre 2023, à Lyon, nous étions devant la préfecture à l'appel de tous les syndicats du Rhône pour dire cessez le feu à Gaza, pour dire halte au massacre. On ne parlait pas encore de génocide, c'était il y a 2 ans. Et tous les syndicats du Rhône étaient là. Et bien, si tous les syndicats nationalement avaient fait ça, ça aurait pesé beaucoup plus. Mais en tous les cas, sur Lyon, on peut dire bravo, ça c'est fait. Et après, quand il y a eu toutes les manifestations du samedi, pour dire stop au génocide à partir pratiquement du mois de janvier, quand l'Afrique du Sud a porté sa plainte, et ben très souvent, il y a eu l'intersyndicale qui était présente. Et donc, c'est bien la preuve qu'on peut avoir une jonction et qu'il faut pousser vers ça. Ma question, c'est sur les médias mainstream, leur rôle, leur impact sur la propagande, la désinformation, qui s'est beaucoup aggravé depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron, et encore plus qui s'est rajouté avec le service public, France Info, catastrophique, sur ce que les gens, dans leur tête, les masses populaires peuvent penser. Du coup, c'est pareil, c'est plus sur les syndicats et la précarisation des emplois. Quand on cherche du travail actuellement, on se rend compte que il y a de moins en moins d'offres de postes salariés, de plus en plus d'offres pour du freelance, ce genre de choses. Et du coup, comment on fait pour défendre le salariat et comment on fait pour se mobiliser quand on est dans des situations comme ça où on est en freelance ou travailleur indépendant et du coup, on gicle en un claquement de doigts, quoi. Merci pour tous ces éléments. Alors peut-être pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse ou pour prolonger les réflexions qui sont avancées là. Sur l'isolement, notamment dans les zones rurales, je crois que c'est aussi quelque chose qui s'était vu beaucoup par le mouvement des Gilets jaunes en fait. Alors je pense que c'est une vraie question pour les organisations syndicales qui sont affaiblies leur tissu militant s'est affaibli et tendance à se concentrer quand même effectivement dans les villes ou autour des villes en fait. Un peu de réflexion là-dessus, oui, dans les organisations syndicales, mettre en place des caravanes itinérantes, notamment des caravanes pour aller aussi dans les quartiers populaires, pour une présence syndicale, par exemple les jours de marché, ou pour aller à la rencontre.
de celles et ceux, et particulièrement de celles, des travailleuses qui peuvent pas se rendre à la bourse du travail parce que horaire éclaté, parce que 1 heure, 1 heure et demie de distance entre le lieu de travail et le lieu de vie, parce que des enfants à charge et que il n'y a pas de temps pour aller voir les syndicats. Donc, allez voir ces travailleuses. Donc, ça commence il y a des initiatives qui sont prises. Par exemple, en région parisienne, il y a des caravanes comme ça itinérantes qui ont été mises en place, qui peuvent apporter des choses. Il y a aussi, en écoutant votre question, je pensais aussi au fait que, par exemple, pendant le confinement, s'est monté un collectif des invisibles de l'aide à domicile qui s'est monté sur les réseaux sociaux, en fait. Et ça a été, alors c'était lié au confinement, mais ça a continué après, parce que c'était une façon aussi pour des femmes qui sont dans l'aide à domicile, qui ont parfois des statuts différents. Certaines travaillent pour des boîtes privées, d'autres pour des associations, d'autres pour des CCAS, de se retrouver malgré la différence de statut, alors que dans les organisations syndicales, parfois elles relèvent de fédérations différentes, c'est hyper complexe. Et là, finalement, ça crée un espace de discussion, de rencontre, de mise en commun de ce qu'elles vivent au travail. Alors un espace virtuel, mais qui a pas mal fonctionné et qui après a permis de mettre en place des choses au niveau local. Sur la question des branches professionnelles, complètement d'accord. C'est quelque chose que j'ai pas dit dans ma présentation, mais sur lequel je voulais revenir. Et puis ça renvoie à ce que Julien a évoqué aussi, comment les organisations, elles produisent, alors la classe, mais elles produisent le groupe au nom de qui on parle, le groupe qu'on mobilise. La dimension interprofessionnelle du syndicalisme, elle a toujours été fondamentale pour ça. C'est-à-dire que dès les débuts du syndicalisme, notamment révolutionnaire, mettre en place des bourses du travail, où se retrouvent des travailleurs, travailleuses de tous les secteurs professionnels. Où est pensée la solidarité pour soutenir les grèves, mais aussi la solidarité par rapport à celles et ceux qui sont au chômage, où sont pensés des cours du soir, des bibliothèques. C'était aussi, il y a des bourses du travail à la fin du 19e siècle qui ont mis en place aussi des maisons d'édition, en disant l'édition elle est dominée par des auteurs bourgeois. Il faut aussi faire entendre celles et ceux qui parlent d'en bas, qui ont des choses à raconter. Donc voilà, des pièces de théâtre, des romans, de la poésie. Donc les bourses du travail, elles ont joué un rôle extrêmement important à la fin du 19e et début du 20e. Et il ne s'agit pas de reproduire ces mêmes bourses du travail, mais ça doit infuser dans le mouvement syndical. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces interprofessionnels dans des villes, bien sûr, mais pas que dans des villes, justement, qui permettent des espaces de rencontre, qui permettent de se sentir appartenir, de partager, de pouvoir dire comment on partage les mêmes conditions sociales, qu'est-ce qui se joue dans le travail, les formes d'exploitation, et malgré la diversité de ces formes d'exploitation, comme ce qu'on disait, la façon dont dans les employeurs, le patronat, il utilise les différents rapports de domination. Qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qui nous permet de construire quelque chose de commun, de collectif. Et donc, oui, pour moi, la dimension interprofessionnelle du syndicalisme, elle est éminemment politique et elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, elle est affaiblie aussi, parce que, je l'ai évoqué aussi très rapidement tout à l'heure, mais les lois, les réformes qui ont été mises en place dans le droit du travail, les ordonnances Macron, tout ça, ça a de plus en plus concentré l'action syndicale dans les entreprises autour des CSE, avec des militants qui sont en nombre plus réduit, qui n'arrivent pas à sortir de l'entreprise parce qu'ils sont pris par des réunions institutionnelles pour préparer les cycles de négociation, les négociations qui n'ont pas d'obligation de résultat, les CSE, ils n'arrivent pas. Il y a de moins en moins de militantes syndicaux qui participent aux unions locales, aux unions départementales. Il y a beaucoup d'unions locales qui sont animées uniquement par des militants et militantes retraités. Et c'est compliqué de les faire vivre, alors que c'est des lieux décisifs pour organiser, justement, pour porter des mentions politiques. Peut-être la dernière question, je fais un peu long, pardon, qui m'a été posée, c'est oui, sur les faux indépendants, en fait. J'ai évoqué tout à l'heure le recours, l'externalisation massive des emplois ouvriers, mais il y a aussi, bien sûr, le recours au statut d'auto-entrepreneur et le fait que des salariés qui faisaient partie de l'effectif de l'entreprise se retrouvent aujourd'hui à vendre leurs prestations en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Ça aussi, c'est venu bousculer les organisations syndicales. Et ça aussi, ça renvoie au nom de qui on parle. C'est-à-dire que quand les premiers travailleurs ubérisés, notamment les livreurs à vélo, certains sont auto-organisés, sont allés aussi taper à la porte des syndicats. Et puis, au début, les syndicats, ils ont dit « Ah, mais vous n'êtes pas salariés. Nous, on parle au nom des salariés. »
Et c'était profondément ridicule, parce que, et ça s'était débattu comme ça en interne, je le dis parce que ça a été aussi porté en débat en interne, de dire, mais non, il faut que nous, on revoie un petit peu, on ne parle pas peut-être qu'au nom du salarié, on parle au nom des travailleurs et travailleuses. Et ça, c'est important aussi en termes de vocabulaire, parce que salariat, aujourd'hui, il y a aussi les marges du salariat, il y a celles et ceux qui sont rejetés hors du salariat. Hein, donc c'est très, très important. Et je pense que parler aussi au nom, c'est aussi toute la question... c'était pas votre question, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on dit à ceux qui sont privés d'emploi, comment on les organise, et donc c'est ça aussi qui fait peuple en fait, c'est comment on organise l'ensemble du monde du travail et qu'on pose ces enjeux-là en repensant les formes d'organisation. Mais j'étais trop longue. Non, moi peut-être deux, trois points en réaction, puis aussi en lien avec ce que vous avez dit l'une et l'autre précédemment. Peut-être un premier point, en fait, une question qui est quand même importante, moi je pense pour la gauche, c'est vrai qu'on pense pas suffisamment, la question de l'isolement géographique. Alors moi je suis pas du tout spécialiste de la ruralité, donc j'irai pas là-dessus, mais la question en fait de la concentration spatiale comme une ressource au fond d'organisation collective. Une fois de plus, un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, malgré tout c'est pas mécanique en fait. C'est-à-dire que, en fait, on a longtemps pensé que, au fond, parce que les gens vivaient à proximité dans des quartiers, comme ils avaient été rassemblés dans des usines, au fond, spontanément, ils s'organiseraient collectivement, ils auraient une conscience commune et ils se mobiliseraient, ils participeraient. Or, c'est pas aussi automatique que ça. Au fond, pour qu'il y ait des luttes, pour que les gens s'organisent et éventuellement une conscience commune, il faut des espaces et des organisations collectives, au fond. Et c'est quand même aussi le rôle du volontarisme politique d'avoir ça ou de ne pas l'avoir. Alors, malgré tout, je pense que c'est encore plus compliqué quand il y a des éloignements géographiques, etc. Mais bien souvent, dans les quartiers, on n'a pas d'endroit, en fait, où se réunir. Bien souvent, il n'y a pas de permanence. Alors, c'est probablement très bien de faire des permanences, etc., tournantes, des caravanes, etc. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut des lieux fixes, etc. Moi, j'ai travaillé, alors pas sur les bourses du travail, mais sur le rôle des maisons du peuple, en fait, au début du XXe siècle, comme espace, justement, où les gens, en fait, venaient. Ils venaient pas pour faire de la politique, en fait. Ils venaient pour boire un coup, pour acheter leur pain. C'était à moitié des coopératives. Ils venaient parce qu'il y avait des bibliothèques, ils faisaient du sport, de la musique, etc. Et puis, ils croisaient des militants, en fait. Syndicaux, des partis, etc. Et de proche en proche, en fait, les gens, ils se politisaient comme ça, en fait. Et le drame, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus, en fait, véritablement de lieux un peu hybrides comme ça, où le politique s'immisce sans qu'on l'ait véritablement recherché, en fait. Il y a une forme de spécialisation du politique qui est un truc spécialisé, les élections, etc. Et puis tout le reste de la vie sociale, où la politique n'a plus droit. Moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'action de la vie associative de ce point de vue-là. Il y a un enjeu dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier, dans les MJC, etc., de réinjecter du politique. Et ça, c'est une vraie lutte, parce qu'il y a aussi une forme de rouleau compresseur répressif aussi de la part de l'État, qui ne va pas forcément dans ce sens-là. Donc voilà, c'est aussi les outils et les instruments qu'on se donne, d'une certaine façon, pour faire de cette ressource qu'est la concentration spatiale véritablement un vecteur de mobilisation et de participation. C'est pas automatique au fond, mais on peut s'en donner les moyens. Deuxième point, alors il y avait une remarque sur le rapport colonial au quartier populaire et qui a une historicité évidemment, et ça a probablement marqué le rapport du PS et du PC à certains égards au quartier pendant plusieurs décennies. Je pense que les choses ont un petit peu bougé. Je voudrais juste rebondir là-dessus, en fait, sur la question qui a été aussi évoquée par Sophie et Anaïs, mais sur, au fond, qui représente les catégories populaires d'une certaine façon, et la question de l'extériorité. Et je pense que c'est une question qui demeure quand même centrale. Alors je suis peut-être un petit peu moins optimiste qu'Anaïs. Je pense qu'on a fait des progrès, et peut-être que tout particulièrement ici, les représentants d'une partie de la gauche sont en tout cas un peu plus à l'image de la population. Mais il y a encore du travail, en fait. Moi, dans mon chapitre, je dis encore un effort. Je vous renvoie notamment au travail qui a été réalisé, qui est vraiment intéressant, en fait, qui a été mené par une coalition d'acteurs, d'assauts, etc., qui s'appelle Démocratiser la politique, qui se bat, au fond, pour une revendication centrale, c'est la parité sociale. Bon, je ne sais pas s'ils y arriveront dans le contexte politique actuel, mais donc on est autant d'ouvriers à l'Assemblée qu'il y en a dans la société, etc. Et voilà, aujourd'hui, la vérité, c'est qu'y compris à gauche, et même dans les rangs de la France insoumise, même si ça a un peu progressé, on est quand même très loin du compte. Après, la vérité, c'est que les gens, ils veulent pas nécessairement être représentés par des gens qui leur ressemblent à 100% et avoir un miroir en face d'eux. Malgré tout, moi, ce qui ressort de mes enquêtes, les gens, ils me disent, quand même, on aurait un peu plus confiance si les gens, ils avaient vécu ce qu'on vit, en fait. Et donc, c'est une représentation un peu expérientielle. Moi, les gens, en fait, dans le Nord, ils me disent, les gens qui ont connu les affres du textile, en fait, ou qui savent ce que c'est, en fait, de se faire contrôler par la police. Moi, qui ai habité pendant 15 ans à Roubaix, en tant que mec blanc, en fait, j'ai jamais été contrôlé, en fait.
Donc on voit bien que les expériences sont pas les mêmes. Et donc voilà, le sentiment de représentation n'est pas exactement le même quand même quand on a des personnes en face de soi où on se dit ils ont vécu ce que je vis et donc ils vont pouvoir le porter à un moment. Et ça, la gauche, en fait, voilà, l'émancipation des classes populaires sera l'œuvre des classes populaires elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que les classes moyennes, etc., n'ont pas un rôle à jouer, d'allier, etc., et être là. Et moi, je pense que dans les endroits où la gauche n'est plus présente, y compris dans les ruralités, moi, c'est pas mon domaine, mais voilà, le sociologue Benoît Coquart montre bien que dans tout un ensemble de territoires ruraux, en fait, les gens, ils rencontrent plus, en fait, de militants de gauche ou de gens qui sont vaguement politiques. Ça n'existe plus, en fait. Et ce qu'ils ont, c'est CNews, en fait. Je finirai par la question de la télé, où ils ont dans leur réseau d'interconnaissance, au boulot, etc., des gens qui sont à droite ou à l'extrême droite, en fait. Et ça, c'est évidemment un vrai problème pour la gauche, d'avoir dans ces réseaux d'interconnaissance des gens qui partagent vos expériences et qui peuvent vous représenter. Donc voilà. Donc je pense que on avance, mais il y a encore du boulot, et ça passe aussi beaucoup par un travail de formation, etc. Et l'Institut La Boétie essaye aussi d'aller dans ce sens-là. Ils ont des formes de parité sociale, ou en tout cas, ils essayent de pousser dans les gens qui sont, parce qu'ils ont plus de candidats que de places, au fond, dans leur cursus, un peu, etc. Des gens qui sont issus de quartiers, qui sont issus de milieux populaires, etc. Et donc ça, c'est très bien, mais il y a encore du boulot. Un dernier mot sur la question des médias. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste, donc là, je m'aventure sur des terrains qui ne sont pas les miens, mais bon, à la fois pour prendre un peu de distance, c'est là où les travaux de Vincent Tibéri sont intéressants, en fait, où il montre bien que voilà, la population n'est pas exactement à l'image de ce qu'on entend sur CNews, quoi. Voilà, et que les préoccupations des Français, des catégories populaires, c'est pas nécessairement uniquement l'immigration et la sécurité, et que entre ce qu'on nous rabat à longueur de sondage et la réalité sociale, il y a encore de la marge. Malgré tout, en fait, ça performe à un moment. Ça laisse des traces et la répétition, et c'est puissant, quoi. Et donc, c'est évidemment un enjeu stratégique fondamental pour la gauche aujourd'hui, et je ne sais pas comment on va en sortir. Objectivement, alors les réponses, c'est quoi? C'est de se dire on va faire autrement, parler du pop, voilà, l'Institut La Boétie, etc., c'est très bien, et je pense que, en fait, l'Institut La Boétie, ça ne peut pas être qu'à Paris, en fait. Il faut faire ça. Alors moi j'emmerde les camarades dans le Nord et tout, en leur disant c'est bien, maintenant, vous avez des permanences. Vous n'aviez pas de locaux avant. Donc déjà, avoir des locaux, c'est bien. Je parlais des espaces physiques. Maintenant, il faut faire de ces locaux pas uniquement des locaux de campagne, il faut faire de ces espaces-là des maisons du peuple, en fait. Il faut en faire des endroits où on va faire de l'éduc-pop, où on va organiser des luttes sur le logement, sur la santé, sur l'éducation, etc. Et voilà, bon, voilà, je les fais chier, ils font ce qu'ils peuvent, les énergies militantes sont limitées, mais il faut faire, malgré tout, le rouleau compresseur de Bolloré, etc., il est là, en fait. Et la vérité, c'est que quand on regarde les expériences historiques récentes, en fait, à gauche, c'est aussi parfois quand ils ont réussi un peu à contrer le rouleau médiatique dominant, rouleau compresseur médiatique dominant, qu'ils ont réussi un peu à avancer. Podemos, par exemple, c'est intéressant de ce point de vue-là. Moi, je suis pas du tout spécialiste de l'Espagne, mais quand je lis les collègues là-dessus, c'est aussi parce que ils ont un moment après, alors, il y a eu un mouvement social de masse aussi, il y a eu le Quince Aimé, etc., mais ils étaient présents, en fait, Pablo Iglesias et d'autres, il y avait la Tuerca, il y avait des espaces qui étaient des médias mainstream, en fait, où la gauche, et il y a un discours de gauche de rupture, au fond, était présent, entendu par des millions de gens qui, un peu à l'instar de ce que je disais sur les maisons du peuple tout à l'heure, des gens qui n'étaient pas forcément habitués à entendre ce type de choses, y étaient confrontés, quoi. Alors moi, je dis pas qu'il faut aller chez Hanouna, j'en sais rien, en fait. Mais malgré tout, il faut élargir le cercle. Et donc, il faut trouver des espaces qui soient médiatiques ou en dehors des médias, où on arrive à aller parler à ces gens-là. Et puis le dernier truc, en fait, et alors moi je ne sais pas du tout comment on fait ça, c'est une vraie question. Alors là, je voyais qu'il y avait le truc là sur les initiatives anti-Bolloré. C'est que moi, j'ai quand même le sentiment qu'il faudrait peut-être quand même à un moment avoir des médias de gauche, en fait. Voilà, on n'a pas très bien réussi. Le média, je ne sais pas si ça a hyper bien réussi. Mediapart, c'est un peu auto-référenciel. Et en même temps, heureusement qu'on les a, en fait, ces espaces-là, et c'est hyper important, il faut les soutenir, etc. Comment on fait pour que les médias de gauche ne parlent pas qu'à la gauche? Voilà, et ça, voilà, et je pense que les journalistes sont les premiers à se poser cette question-là, et en même temps, c'est pas facile. En tant qu'universitaire engagé, on a les mêmes problèmes. Mais voilà, et c'est là où peut-être, moi, j'en sais rien, en fait. Est-ce qu'il faut aller chercher des millionnaires de gauche pour qu'ils créent, en fait, un BFM de gauche, etc. Je sais pas. Mais à un moment, voilà, la fabrique de l'idéologie, ça fonctionne, et quand même, on est mal. T'as cassé l'ambiance, non, je rigole. Moi, je trouvais ça très intéressant d'avoir
cette dimension de maison du peuple. Et je trouve que, par exemple, ça existe toujours à Clermont-Ferrand. Bon, c'est devenu une salle municipale, mais ça s'appelle toujours la maison du peuple. Et c'est vrai que traditionnellement, c'est là où on fait nos réunions publiques, nos meetings. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette dimension hybride dans les maisons du peuple, parce que ce que tu disais tout à l'heure, Delphine, sur l'isolement, c'est vraiment l'interaction en fait entre individus qui manque grandement dans ces zones-là, qui participent en fait à la politisation et qui du coup nous permet de nous extraire de médias mainstream et de tout ce qui est dit sur ces chaînes-là en tout cas. Moi, je suis convaincue que lorsqu'on arrive à sentir la temporalité dans laquelle nous sommes, tant qu'on arrive à sentir quelles sont les aspirations, les revendications, tant qu'on continue à avoir une ligne qui est claire, qui est adossée à une colonne vertébrale idéologique, je pense que la boussole, elle est plus claire que les 30 années dernières en ce qui concerne, en tout cas, la gauche. Parce que cette gauche-là n'a pas été, y compris en capacité, de comprendre quelles étaient les mutations du capitalisme, des modes de production. Là, aujourd'hui, on a quand même des travaux qui sont effectués, qui sont des travaux scientifiques sur lesquels on décline en fait notre stratégie politique et qui, à mon sens, permettra de pas se tromper de ligne, en tout cas de faire en sorte de pouvoir répondre aux aspirations des citoyens et des citoyennes. Et tout à l'heure, je reviens sur la question qui a été posée, universalisme, intersectionnalité. Déjà, l'universalisme, c'est de la philosophie politique. C'est ce vers quoi il faut tendre. C'est l'unité du genre humain. Ça ne veut pas dire que prendre des luttes et des discriminations qui sont intersectionnelles pour en faire un dénominateur commun qui sont l'égalité des droits, c'est antinomique avec l'universalisme. C'est justement le but. Pour aller vers l'universalisme, il faut lutter contre les formes de discrimination et donc se saisir de la question intersectionnelle pour les comprendre et pour les combattre, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles s'alimentent et elles se renforcent entre elles. Il y a eu beaucoup de questions sur la question syndicale, parce que Sophie, tu en es la spécialiste, l'experte. J'aurais peut-être juste un mot à dire sur la fin, parce que le nombre de questions qui sont en lien avec les syndicats dans cette salle témoigne de la volonté politique d'unir les mouvements sociaux, les mouvements populaires. Et je pensais à une chose qui a été dit notamment au moment politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est que on a tendance à s'épuiser sur plein de petites luttes, plein de petits rendez-vous, d'avoir plusieurs mobilisations dans la semaine et d'avoir et ce qui, selon moi, contribue à faire que ça, enfin, on soit atomisé en fait et qu'on n'arrive pas à s'unir. Ça, c'est un peu le fond de mon intervention. C'est de dire qu'à un moment donné, si on a tous le même objectif, par exemple, il y a le moment budgétaire, la séquence budgétaire qui va s'ouvrir. Si on a tous les mêmes ambitions, les mêmes revendications, à un moment, il faut qu'on ait des espaces entre mouvements politiques, entre collectifs, associations, syndicats, pour se parler et pour organiser ensemble la lutte. Parce que c'est pas... simplement parce que là il y a quelque chose, il y a un mouvement dégagiste qui monte dans notre pays et on a besoin d'avoir une force collective, populaire, représentative pour mener à bien la révolution citoyenne. Et tant qu'on n'aura pas ces espaces à la fois de coordination, de coopération, de discussion, on pourra pas y arriver. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur ce qui est le mouvement de la France insoumise, les faits qu'on dit que c'est gazeux pour eux. Mais c'est justement la nécessité de pouvoir faire des allers-retours entre les différents espaces syndicaux, collectifs, politiques, associatifs. C'est d'avoir des indicateurs, mais une cohérence d'action collective. Voilà. Donc c'est pour moi un peu le mot de la fin qui est un souhait, c'est qu'on puisse arriver à aboutir vers une mobilisation collective et d'avoir, y compris aussi, que ce soit à Lyon, mais au niveau national, des espaces de discussion et des espaces de coordination entre les différents acteurs de la mobilisation populaire.
Alors c'est parfait, je pense qu'on va pouvoir clore cette rencontre. Vous pouvez vous procurer le livre auprès de la librairie La Tanière qui est juste ici, qui est une librairie associative implantée dans le quartier des États-Unis. Et vous pouvez aussi trouver le précédent livre de l'Institut Labo ici, Extrême droite, la résistible ascension, et d'autres livres qui sont liés au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Merci à tout le monde.